Bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis ravi donc d'animer ce nouveau webinaire lundi de la cybersécurité. Nous avons beaucoup de participants, des fidèles participants. Je les salue. Nous avons également un programme très intéressant avec une première allocution de Nicolas Kalmanovitz qui va de Logosha, qui va nous parler du thème des bug bounty et des tests d'intrusion, suivi de Sarah Sellos qui nous présentera son association et ses initiatives autour des activités d'initiation au hacking, à destination de nos jeunes et cette sensibilisation très en amont. Et je vous souhaite à tous un excellent webinar qui sera enregistré et les transparents, les documents seront également mis à disposition pour une relecture ou un revisionnage sur le site de l'ARCSI. Et je passe la parole à Béatrice qui va nous rappeler les règles Oui. à respecter durant Mm. cet événement pour que tout se déroule très bien. Merci Allez-y, Ahmed. Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Comme toujours, on vous retrouve avec le plus grand plaisir. Et puis merci à nos intervenants et notamment à Nicolas Kalmanovic, puisque c'était donc Yassir Kazar avec lequel il travaille qui devait intervenir. Et donc Nicolas a accepté de le remplacer finalement, puisqu'il y avait un petit problème pour Yassir pour intervenir ce soir. Et puis merci donc à Sarah également. Donc, comme vous le savez, Ahmed vous a dit, donc on écoute les intervenants sans les interrompre, on pose des questions sur le chat ou à la fin de la séance en direct à ce moment-là. Vous coupez les micros et les caméras et vous pourrez revisionner, donc on vous l'a dit, à partir de d'ici peut-être une semaine ou un petit peu plus, la conférence sur le site de l'ARCSI. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Donc voilà. Donc vous n'oubliez pas que le prochain lundi cyber sera le 10 juin. Ce sera un autre sujet que celui qui était prévu au départ, si j'ai bien compris. Enfin, je ne sais pas, Ahmed, on avait santé, mais ça a un petit peu changé. Donc ce sera l'Afrique. Et vous vous inscrivez à partir de demain auprès de moi si vous avez l'intention, si vous êtes intéressé, si vous avez l'intention de participer. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Gérard. Eh Bonne bien, soirée. bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Moi, je vais vous parler du prochain lundi de la cybersécurité, celui de juin, donc, et nous ferons une pause en juillet-août, on reprend en septembre. Donc, en juin, le 10 juin, le lundi 10 juin, même horaire, toujours par webinaire, le sujet se fera autour de la cybersécurité sur le continent africain, avec un grand expert du marché qui nous viendra du Gabon, qui animera ce webinaire, Didier Simba. Quant au quart d'heure des associations, il sera animé par un de mes anciens élèves du MBA Cybersecurity de Léonard de Vinci, Chrysostome Ngoubi Samba, qui nous parlera de l'association qu'il préside, Africa at Cybersecurity. Voilà, donc un sujet passionnant, évidemment, puisque le continent africain, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, est très en proie aux cyberattaques, mais il a de plus en plus d'experts. Et nous les formons, n'est-ce pas, Ahmed? Dans nos masters, il y a pas mal de gens qui viennent de là-bas. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et j'espère les voir tous à ce webinaire. Ouais, ça sera une Eux soirée pourront. Cyber Afrique, donc très enrichissante, très intéressante. Voilà, Bonjour. donc ceux qui ne parlent pas coupent leur micro et leur vidéo pour ne pas intervenir, ne pas interférer jusqu'à la session questions-réponses qui aura lieu vers 19h30. Et la parole est à notre intervenant principal, Nicolas Kalmanovitz. Alors, Nicolas, c'est quoi le bug bounty? La recherche de failles par les canailles ou pas? Et les tests de Pénétration. pénétration, c'est des choses légales, d'essayer d'investir un système qui n'est pas le nôtre. Tout à Alors, on fait, t'écoute.
Merci beaucoup. Vous voyez bien la présentation? Ok, super. Parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, de voir l'opportunité de remplacer Yassir. J'essaierai de faire de mon mieux. Euh, donc d'abord, peut-être qui je suis. C'est peut-être un peu important de savoir qui parle. Donc, moi, j'ai 25 ans d'expérience dans le software développement, en start-up, en scale-up, en conseil, en B2C, en B2B. J'ai eu la chance de travailler et pour le secteur public et pour le secteur privé. Et aujourd'hui, je suis le directeur produit, le directeur des opérations de Yogosha. Yogosha, c'est une plateforme de cybersécurité offensive qui a été créée par Yassir Kaza et qui met en relation finalement les organisations avec les hackers éthiques ou les chercheurs en sécurité ou les hunters. Toutes les dénominations sont possibles, on en parlait déjà tout à l'heure, de façon à favoriser l'amélioration de la posture de sécurité de ces organisations. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je ne me considère pas comme un expert en cybersécurité, j'en suis pas un d'ailleurs. D'abord, ça fait 2 ans seulement que je suis à 100% dans la cyber, c'est un peu court. J'ai essayé d'acquérir les bases du pentesting par curiosité, bien sûr. J'ai installé un Linux, j'ai mis la suite Kali, qui est un peu la suite de référence du pentester. J'ai acheté un livre pour apprendre à hacker un Wi-Fi, des domaines, des serveurs. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de casser ma box Internet, ce qui a fait hurler mes enfants, bien sûr, parce qu'ils n'avaient plus du tout accès à leurs applications. Donc, techniquement, je ne suis pas un expert en cybersécurité. Je pense que Sarah, notamment, saura beaucoup mieux répondre peut-être aux questions techniques sur le pentesting. Pour autant, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai rejoint Yogosha, que j'ai épousé sa raison d'être, donc fédérer les meilleurs experts et les technologies pour maîtriser les vulnérabilités et protéger la société. Et pourquoi j'ai rejoint cette entreprise? C'est peut-être aussi parce que j'ai passé plus de 20 ans à promouvoir la digitalisation dans tous les sens, à développer des applications, à promouvoir l'agilité, à promouvoir le DevOps, le fait de pousser le plus rapidement possible plein de choses sur Internet, c'est formidable. Mais j'ai fini peut-être par avoir un petit peu mauvaise conscience parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment contribué à la robustesse, à la résilience de nos systèmes d'information. Donc, ça fait maintenant 2 ans que j'essaie de corriger ça du mieux que je peux. J'ai la chance de travailler du coup quotidiennement avec de vrais experts, en tout cas ceux que je considère comme des vrais experts, des femmes, des hommes qui sont passionnés, qui sont passionnants, que ce soit les équipes de sécurité des organisations, que ce soit les hackers éthiques de notre communauté, que ce soit les équipes de Yogosha, donc les développeurs, les ops, la team cyber, notre RSSI aussi qui nous apprend énormément de choses chaque jour. Et c'est grâce à eux que j'ai vraiment compris finalement l'importance croissante des approches offensives et collaboratives dans la sécurisation de nos systèmes d'information, l'importance du pentest, l'importance du bug bounty. C'est pour eux aussi que j'essaye d'améliorer en continu, en tant que directeur produit, la plateforme que nous proposons à nos utilisateurs. Euh, et puis, je suis devenu aussi un porteur de risque, hein, au sens ISO 27001 du terme. Donc, j'essaie de contribuer à renforcer la posture de sécurité de ma propre entreprise en intégrant pleinement le pentest as a service, le bug bounty dans nos pratiques de développement dans la chaîne DevSecOps, finalement, donc la chaîne de production de valeur. Et puis, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui avec vous et que je vais essayer de vous partager ce qu'ils m'ont appris du mieux que je peux. Euh, j'ai remarqué en regardant plein de conférences sur la cyber qui étaient d'usage d'abord de parler de la menace, de son évolution, d'alimenter un petit peu le sentiment d'urgence avant de mettre en avant des solutions miracles. Bon, d'abord, je n'ai pas de solution miracle, c'est la première chose. Mais je m'en voudrais quand même d'aller à l'encontre de la tradition. Je vais vous faire ce petit point de contexte. Mais je vais essayer d'aller aussi vite que possible parce que je pense que vous êtes tout à fait bien informés sur la menace cyber. Moi, ce que j'en retiens, c'est que finalement, il était une fois le bon vieux temps, un temps où le nombre d'actifs à auditer était relativement faible, où le contenu des applications était plutôt stable, en tout cas, il ne changeait pas trop souvent, les mises en production étaient occasionnelles. Et en ce temps-là, les techniques d'intrusion à explorer, elles étaient limitées. Puis les professionnels qualifiés en matière de cybersécurité étaient relativement nombreux, en tout cas relativement suffisants. Et aujourd'hui, c'est plus vrai. Rien de ces points n'est encore vrai. Hein, c'est toujours mieux avant, bien sûr. Aujourd'hui, le nombre et le type d'actifs à auditer, il augmente de manière exponentielle. Les développements sont nombreux, ils appellent à des mises à jour fréquentes, souvent plusieurs fois par jour. Les transformations technologiques, que ce soit la simple technologie front-end ou back-end d'un site, ou même les transformations profondes comme l'IA, comme l'IoT, comme la crypto, elles sont extrêmement rapides et complètement imprévisibles. Du coup, les techniques d'intrusion sont légion.
Et la cybersécurité, elle connaît une vraie pénurie de compétences. En parallèle, bien, les cyberattaques elles s'intensifient. Donc, quand on regarde un petit peu le rapport de l'ENISA 2023, on voit bien que le nombre d'incidents ne cesse d'augmenter, que ça touche tous les secteurs, qu'il y a tous les types d'attaques qui sont recensés, qui augmentent, et ça, que ce soit à des fins financières, politiques, idéologiques, pour de l'espionnage. Et malgré finalement les réglementations, les efforts de tout à chacun, le nombre de vulnérabilités, lui, il augmente, et surtout, il a un impact qui est croissant sur nos sociétés. Et ça, je pense que c'est plus grave. Et quand on cherche un peu à se faire peur sur Internet, on va trouver tout un tas d'autres statistiques. Certains nous disent que 30% du trafic Internet de 2022 provenait de robots malveillants, que 73% du trafic en 2023, le trafic vers des applications, des sites web, aurait été aussi malveillant, que plus de 80% des organisations auraient souffert d'au moins une cyberattaque réussie. Je ne sais pas si tous ces chiffres sont vrais, en tout cas, ils représentent assez bien cette réalité aujourd'hui que tous nos systèmes sont en danger, qui doivent apprendre à se protéger. Euh, mais le fait est que jusque-là, les approches traditionnelles de cyber, elles s'appuient essentiellement sur deux choses, pour résumer à gros traits, les scanners et le pen test, le test de pénétration un peu traditionnel orienté réglementaire. Les scanners, c'est assez génial. C'est automatique, c'est rapide, ça permet de passer à l'échelle, ça fonctionne en continu, mais ça a quelques limites. Ça ne confirme pas la pertinence, la priorisation des vulnérabilités qui sont identifiées. Ça produit un très, très grand nombre de faux positifs, à tel point qu'aujourd'hui, il y a même des produits spécialisés dans l'analyse des failles remontées par des scanners pour éliminer les doublons et les faux positifs et améliorer la priorisation. Voilà. Ils fournissent finalement ces scanners aussi peu de support à la correction des failles. Ils ne sont pas conçus pour identifier des failles complexes qui nécessitent une compréhension vraiment contextuelle, qui exploitent des vulnérabilités finalement logiques spécifiques à une application, qui sont limitées. Et à côté de ça, le pentest traditionnel, qui est finalement souvent réalisé par une petite équipe pendant une petite période de temps, qui prend plusieurs semaines à préparer, on l'utilise essentiellement pour vérifier qu'on est conforme à une réglementation. Du coup, on a une planification qui est très lente, très longue, et souvent plus longue que la vitesse à laquelle les assets et les menaces évoluent. Euh, Beaucoup d'organisations vont opter pour des solutions de pen-testing plutôt les moins coûteuses possibles. Le budget cyber est visiblement pas extensible dans les organisations, ce qui va compromettre forcément la qualité des résultats. Et puis, encore une fois, la plupart des pen-tests traditionnels sont souvent des checklists qu'on leur remplit pour vérifier que on coche les cases des bonnes pratiques. Mais ces bonnes pratiques, elles n'évoluent pas aussi vite que les menaces avec les technologies. Et du coup, le pen-test ne se concentre pas sur des scénarios d'attaque complexes qui ressemblent à ceux des attaquants les plus avancés. Et du coup, de nombreuses vulnérabilités sérieuses restent non détectées et finissent par être exploitées par des organisations plutôt malveillantes. Et c'est là qu'on voit que finalement, ce modèle traditionnel, il est utile, il est essentiel. Il faut de la réglementation, il faut du pentest, il faut des scanners, mais c'est insuffisant. On peut changer de paradigme, on peut enrichir notre posture de sécurité avec des nouvelles façons de faire, et notamment ce qu'on appelle les approches offensives, des approches collaboratives comme le pentest et le bug bounty. Euh, les approches proactives, justement, ce côté test de sécurité offensif, qu'est-ce que c'est? C'est différentes méthodes qui consiste à tester activement les défenses d'un système en imitant les actions d'un adversaire. Donc le but est de découvrir et de corriger des failles avant qu'un véritable attaquant ne puisse les exploiter. On a différentes pratiques dans ce grand champ du test de sécurité offensive. On a le pen test as a service, on a le bug bounty, on a le VDP, donc le Vulnerability Disclosure Programme, on a le red teaming, etc., etc. Il y a beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur le pen test as a service et puis surtout sur le bug bounty et parler un petit peu des approches continues. Le pentest as a service, ça ressemble un petit peu au pentest traditionnel, mais ça reste différent puisque on va gérer ces tests de pénétration directement sur une plateforme en ligne, une plateforme SaaS, qui va permettre aux utilisateurs de programmer et de lancer des tests quand ils le souhaitent, en quelques jours, en quelques heures. Donc, ça fournit non seulement des tests de pénétration, mais aussi une gestion continue et en direct des vulnérabilités, plutôt que d'attendre quelques mois ou quelques semaines d'avoir un rapport sur ce qui a été trouvé et des recommandations d'un cabinet de conseil, par exemple.
on va avoir tout de suite les premières vulnérabilités qui vont remonter dans la plateforme pour tout de suite engager l'organisation à les corriger et du coup à mieux se protéger. Les pentests comme ça, pentests as a service, ils peuvent être joués à la fois en black box, en grey box, en white box, c'est-à-dire que les chercheurs peuvent n'avoir aucune information et réaliser de manière réaliste finalement une attaque externe. Ils peuvent être en grey box, c'est-à-dire avoir des informations assez high level sur le système à tester, voire aller jusqu'à avoir quelques codes d'accès, comme arriverait à en récupérer des hackers déterminés, hein, des hackers malveillants déterminés. Ou ils peuvent être en white box, c'est-à-dire là, on peut donner aux pentesters des informations détaillées, telles que le code source, l'architecture, l'infrastructure, pour que les chercheurs en sécurité, pour que les pentesters aient vraiment évalué en profondeur le niveau de sécurité des assets les plus complexes. Euh, le pentest as a service, il a beaucoup d'avantages par rapport au pentest traditionnel. D'abord, il permet une planification beaucoup plus rapide des tests, euh, en quelques heures souvent. On peut mettre en place des tests beaucoup plus fréquents, non plus tous les ans, mais de manière plus régulière. Il permet malgré tout de répondre aux audits réglementaires, mais il permet aussi surtout de centraliser tous les résultats sur une même plateforme sécurisée, plutôt qu'avec un ensemble de fichiers Excel, de fichiers PDF comme on en voit aujourd'hui traverser les entreprises. Et ils vont automatiquement fournir de l'analytics, du reporting automatisé pour pouvoir apprendre de ce qui est trouvé, l'évolution continue de l'amélioration de la sécurité des systèmes qui sont testés. L'autre avantage, c'est qu'il permet de réduire les coûts. Ça reste cher, en effet, le pentest, notamment en s'appuyant en partie sur des outils automatisés, mais aussi sur des communautés de chercheurs crowdsourcés, euh, donc à disposition sur ces plateformes. Euh, Ils améliorent aussi, peut-être as service, tout ce qui est la priorisation des vulnérabilités en appliquant automatiquement des frameworks comme le CVSS et en prenant en compte la valeur business ou le risque particulier de certains assets qui sont déclarés au début du test. Ils permettent surtout, de mon point de vue, c'est vraiment de pouvoir réduire le temps avant la correction. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'attendre d'avoir un rapport, pouvoir agir, on a tout de suite, dès qu'une faille est trouvée, elle est remontée sur la plateforme, elle alerte le système d'information, elle alerte les équipes de l'organisation concernée pour qu'on puisse tout de suite prendre en charge la correction. Souvent, elle s'accompagne aussi d'une capacité à retester, c'est-à-dire qu'une fois qu'une vulnérabilité est déclarée comme corrigée, eh bien, les pentesters vont pouvoir vérifier si elle est bien corrigée, parce que ce n'est pas si évident que ça. Et enfin, l'autre avantage, c'est que souvent, ces plateformes SaaS, elles proposent un système d'API, des connecteurs, des événements qui vont pouvoir s'intégrer au reste du système d'information et donc mieux s'intégrer au workflow de DevSecOps, de workflow de sécurité de l'organisation concernée. Selon Gartner, d'ici 2 ans, les organisations qui utilisent le pentest as a service réaliseront leur pentest 10 fois plus souvent et réduiront de moitié le délai de correction. Je ne sais pas si on peut croire Gartner, mais c'est des gens plutôt bien informés, donc je trouve cette information intéressante. C'est en tout cas une vraie tendance aujourd'hui sur le marché où de plus en plus d'organisations vont vers ce modèle et un peu moins vers le modèle de pentest traditionnel. L'autre pratique, je pense celle qui vous intéresse peut-être le plus aujourd'hui, c'est le bug bounty. Bug bounty, c'est une méthode aussi de détection de vulnérabilité, mais qui consiste à utiliser la communauté, alors des hackers éthiques, des hunters, des chercheurs en sécurité, on peut les appeler comme on veut, pour vraiment tester la sécurité des assets en profondeur. C'est une chasse aux bugs. Qui repose sur une logique de paiement au résultat. Donc, les organisations versent des récompenses monétaires, les bounties, donc, aux hackers pour chaque vulnérabilité validée qu'ils ont réussi à identifier et à argumenter. Et plus la vulnérabilité est critique, plus la prime est importante. Un bug bounty peut être organisé sous 2 formes principales, donc le bug bounty public ou le bug bounty privé. Un bug bounty public, c'est un programme qui est ouvert à tous les chercheurs en sécurité, à tous les hackers éthiques qui souhaitent y participer. Ils sont généralement affichés en ligne sur des plateformes. Tout le monde peut voir que ce programme existe. Ils sont accessibles via ces plateformes dédiées. Et l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'en augmentant le nombre de participants, en augmentant le nombre de hackers, on augmente les chances de trouver des vulnérabilités. Le bug bounty privé, lui, c'est un programme auquel seuls les chercheurs invités peuvent participer. Donc, ce sont des chercheurs qui vont être le plus souvent sélectionnés en fonction de leurs compétences spécifiques par rapport à une typologie de technologie, une typologie d'assets, en fonction de leur expérience antérieure,
en fonction de leur réputation dans la communauté, parce que souvent les plateformes de bug bounty vont afficher le classement des hackers éthiques, qui sont les meilleurs, et donc de leur réputation finalement au sein de cette communauté. Ce qui est intéressant dans les programmes privés, c'est qu'ils permettent de contrôler étroitement qui teste les assets. Ils offrent un environnement bien sécurisé pour tester les systèmes notamment sensibles. Et puis, ça aide à gérer les risques de divulgation de vulnérabilités découvertes parce qu'on sait qu'ils testent, on connaît leur identité et ils s'engagent à respecter un certain nombre de conditions. Et les bug bounty privés, comme on l'a vu pour le PTS service, il peut être black box, donc sans information, ou grey box, avec des informations, comme un hacker malveillant, un cracker aurait pu en trouver par lui-même. Les avantages du bug bounty, comme pour le PTS service, c'est sa très grande flexibilité. On peut vraiment lancer, mettre en pause, modifier son périmètre en quelques clics. On peut à tout moment inviter des nouveaux chercheurs, modifier le prix des failles pour augmenter l'attractivité. Euh, et le bug bounty est à l'origine continue, mais aussi on peut choisir de donner une durée plus ou moins fixe. L'important, c'est qu'il ait quand même de la durée. Ça, c'est un élément qui est critique parce que cela permet la recherche en profondeur de vulnérabilité critique. Ça permet au chercheur de prendre son temps, d'explorer le système, de chercher en profondeur, de chaîner des vulnérabilités, comme le font les hackers malveillants, pour vraiment démontrer quel serait le pire scénario possible et aider l'organisation à se protéger. Parce que voilà, les failles critiques sur les sites déjà bien sécurisés demandent un vrai travail pour être trouvées et pour être démontrées. Donc cette notion de durée, elle est très très importante. Ce qui est intéressant aussi dans le bug bounty, c'est la diversité des compétences et des approches. Alors, on peut trouver dans la communauté des hackers éthiques, des experts chevronnés dans à peu près tous les types de technologies, que ce soit le web, soit le mobile, les infrastructures, mais aussi le hardware, l'IoT, l'intelligence artificielle, on travaille de plus en plus sur le LLM, sur la crypto, etc., etc., etc. On a de plus en plus de chercheurs avec toutes sortes de compétences. Souvent, ils sont certifiés. Souvent, en tout cas, certains d'entre eux disposent même d'accréditation pour intervenir sur des sites particulièrement sensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque hacker ou chaque groupe de hackers a sa recette à lui, sa façon de faire, sa façon de hacker, son approche un petit peu innovante de bidouiller et d'aller casser le système pour aider à le protéger. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de confronter la sécurité de ces assets à un très, très grand nombre d'approches différentes et du coup d'augmenter de fait les résultats, comme on en parlait tout à l'heure, avec les enfants notamment. Euh, L'autre élément clé, bien sûr, peut-être un des principaux éléments clés pour les organisations, en ce qui concerne le bug bounty, c'est la maîtrise des coûts. Comme on ne paye que les failles qui sont confirmées et qu'on les paye vis-à-vis de leur niveau de criticité, ben, on maîtrise parfaitement ces coûts et on a un très haut niveau de retour sur investissement. Ça, c'est la grande valeur du bug bounty. Bien sûr, Bug bounty sur ces plateformes, euh, elles permettent aussi d'automatiser un petit peu la priorisation grâce à des frameworks tels que le CVSS, et elles prennent bien entendu la valeur des assets concernés pour aider les équipes, les organisations à prioriser le mieux possible leurs failles. Euh, Elles permettent aussi d'intervenir dès qu'une faille est repérée. Donc, on ne va pas attendre encore une fois des mois et des mois avant de s'attaquer à une faille qui a été confirmée. Mais le plus intéressant, je pense, c'est la qualité des interactions avec les chercheurs, avec les hackers éthiques. Peut-être ce qu'il y a de plus important par rapport à toutes les autres formes de tests cyber, le bug bounty repose énormément sur les interactions avec les hackers éthiques. Souvent, ce qu'on voit sur les programmes de bug bounty, c'est qu'il y a des relations de confiance qui se nouent dans la durée entre des organisations et certains groupes de chercheurs, ce qui va déclencher et alimenter une amélioration continue, finalement, des pratiques de la sécurité. On voit des rapports de confiance qui se nouent entre RSSI et hackers, mais aussi entre développeurs et hackers. Et donc, tout le monde va monter en compétences, à la fois sur la compréhension d'un système, sur une technologie et sur des scénarios d'attaque pour augmenter la posture de sécurité de l'ensemble. En fait, là, on parlait d'intelligence collective tout à l'heure, et on est en plein dedans avec le bug bounty. Et ces interactions elles passent aussi sur la phase de retest, comme je vous le disais tout à l'heure.
même si une vulnérabilité semble être corrigée, il est assez fréquent quand même que les remédiations elles soient incomplètes parce que on a vu que le petit bout de la lorgnette de la faille, on a manqué un aspect. Et là, les chercheurs, les hackers éthiques, viennent vérifier la correction, non pas comme le ferait un développeur en se demandant bah, voilà, est-ce que j'ai fait le développement que j'avais décidé, qu'on avait décidé ensemble de faire, mais plutôt de est-ce que je peux encore pénétrer par cette faille ou est-ce que j'ai un moyen détourné de rentrer dans le système. Et ça, c'est extrêmement précieux pour les systèmes d'information et pour les équipes de développement. Et puis, bah, ces plateformes de bug bounty, elles viennent s'intégrer, comme je disais tout à l'heure avec le Open as a Service, au reste du système d'information. Et ça, c'est précieux, surtout quand on a une vraie volonté de développer une chaîne de valeur, de développement complètement DevSecOps, donc d'essayer d'aller repérer au plus tôt les vulnérabilités dans le système d'information pour offrir en production l'environnement le plus sûr possible. L'efficacité des programmes de bug bounty, elle est démontrée notamment par sa croissance constante. En 2022, le nombre de vulnérabilités trouvées dans le cadre des bug bounty a augmenté de 21%, par exemple. Euh, L'acteur le plus important, le leader du bug bounty public, par exemple, a recensé cette année-là plus de 65 000 vulnérabilités. Meta a réglé près de 2 millions de dollars de rewards pour plus de 10 000 rapports de vulnérabilité reçus. Euh, les vulnérabilités critiques, elles représentent 61 millions de dollars. Et c'est 92%, presque 93% de toutes les primes versées dans les bug bounty. Donc c'est quelque chose qui croît et qui est de plus en plus important, même si en réalité, on est sur des pratiques qui concernent aujourd'hui peut-être maximum 20% des organisations. Alors, il y a une troisième approche sur laquelle je vais passer rapidement. C'est vraiment l'approche de test offensif continu. C'est une approche assez émergente où les tests de sécurité sont effectués de manière continue au sens où on va intégrer à la fois les outils d'attaque surface management, en partie l'asset discovery, monitorer en continu l'inventaire d'assets pour voir ce qui se passe, s'il y a des nouvelles choses, s'il y a des changements, ajuster la couverture de test en conséquence, déclencher des programmes de pen test fréquents sur les assets les moins matures ou sur l'ensemble d'un SI pour assurer les audits de compliance. Et puis, on va assurer des programmes de bug bounty privés, black box ou grey box sur des assets bien particuliers, tout en faisant une rotation régulière des équipes de hacker éthique, de chercheurs en sécurité pour augmenter la pertinence de tests, renouveler finalement les différentes approches de hacking sur les assets. Ces programmes-là, ils sont souvent entièrement gérés jusqu'au triage même des vulnérabilités par les plateformes de tests qui proposent ces approches-là de façon à vraiment laisser les organisations, les clients finalement se concentrer sur la remédiation et tous les autres aspects de leur responsabilité autour de la cybersécurité, parce qu'on sait que c'est un domaine extrêmement complexe, extrêmement stressant. Donc, tout ce qu'on peut faire pour réduire la charge cognitive finalement des équipes cyber, des organisations, sera plutôt le bienvenu. Donc finalement, le PTS as a service, le bug bounty, cette approche continue du test de sécurité offensive, ce sont aujourd'hui les approches peut-être les plus modernes, les plus collaboratives en tout cas, qui permettent d'améliorer la cybersécurité dans un environnement technologique en constante évolution. Et elles s'appuient sur des plateformes, comme j'en parlais tout à l'heure, des plateformes SaaS en général. Si je prends le cas de Gosha, qui a été fondé par Yassir il y a une dizaine d'années, euh, euh, ce qu'on vise à faire avec la plateforme, c'est vraiment de permettre de piloter tous les types de programmes, le pentest sur demande, le pentest continu, donc le pentest as a service, le bug bounty, le VDP, les tests de compliance, les audits de code, le red teaming, etc., sur une même plateforme sécurisée pour centraliser la gestion des vulnérabilités, pour optimiser la couverture de tests de la surface d'attaque au travers d'opérations menées par une communauté de chercheurs privés et qui permet de gérer les vulnérabilités détectées au fil de l'eau, renseignées de manière ultra détaillée par les chercheurs, justement. L'ensemble de l'activité de test des assets, elle est monitorée en continu au travers d'un VPN dédié, ce qui permet de mieux maîtriser la surface de test réel et de faciliter l'amélioration continue des programmes. Parce que c'est un défaut du bug bounty dont on parle rarement. Au début, on lance un bug bounty, on a beaucoup d'activités, beaucoup de vulnérabilités. Puis au bout d'un moment, on en a moins, plusieurs mois, quelques années, on a moins de vulnérabilités, voire plus du tout. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que mon système d'information est mieux sécurisé ou est-ce que plus personne ne vient le tester?
Ça, c'est une question qui est clé. Ce qu'on a choisi de faire chez Yogosha, c'est de monitorer le trafic pour pouvoir savoir à combien de hackers éthiques travaillent, sur quels assets, à quel moment, pour quels résultats, de façon à bien déterminer finalement quelle est la couverture de tests réels et quel est le niveau d'attractivité du programme. On reparlera de l'attractivité après. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon programme de bug bounty plus attractif pour être sûr que j'ai de manière fréquente, voire continue, des chercheurs en sécurité qui testent mes assets. L'autre élément un peu important qu'on voit émerger aussi ces dernières années, c'est la question de la souveraineté autour de la data. Euh, et du coup, afin de faciliter cette adaptation à ces nouvelles contraintes euh, réglementaire et tout à fait légitime, Yogosha a choisi de pas uniquement proposer un modèle SaaS, mais aussi de déployer sa plateforme sur des clouds souverains, sur des clouds privés de certains de ses clients, voire directement sur des SI non connectés d'organisations particulièrement sensibles. La plateforme va venir aider à centraliser et à faciliter la gestion des différents tests de cybersécurité offensive interne, donc au plus près des moyens. Mais le cœur de la proposition de valeur, vous l'aurez compris, c'est pas seulement le logiciel, c'est bien ce qu'on appelle la Strike Force, ou c'est notre communauté, c'est la communauté des chercheurs en sécurité, les fameux hackers éthiques. Euh, le choix que nous avons fait, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est celui d'une communauté privée. Plutôt que d'ouvrir nos programmes au plus grand nombre, on préfère investir dans un nombre réduit de chercheurs avec un très haut niveau d'expertise, donc plus à même de respecter les règles d'engagement, de remonter des vulnérabilités cohérentes avec un haut niveau de criticité, qui est pour nous l'élément le plus important. Donc aujourd'hui, on a environ 1000 chercheurs, ce qui représente à peine 10% de tous les candidats qui ont été amenés à passer nos tests techniques et nos tests rédactionnels. Euh, et puis chacun d'eux fait l'objet d'une vérification d'identité, une vérification d'antécédents par un tiers de confiance. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est vraiment la valeur de la communauté privée, c'est qu'on sait qui est dans notre communauté. Et c'est important pour pouvoir créer un rapport de confiance entre les organisations et les hackers éthiques. Et c'est ce qui nous permet aussi d'aller proposer toutes sortes d'opérations sur tous les types d'assets pour s'adapter à l'évolution des technologies, des problématiques que rencontrent nos utilisateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de DevSecOps, de chaîne de valeur. C'est un élément vraiment clé. Comment intégrer finalement ces opérations offensives dans le workflow de développement. C'est une question clé. Et là, je vais plus témoigner en tant que porteur de risque, comme je disais en introduction, et acteur du SMSI, comme le dit le RSSI. Donc moi, je suis un porteur de risque. Donc là, je m'engage à porter les risques. J'ai un rôle à jouer dans les politiques de cybersécurité de l'entreprise, et en particulier dans leur amélioration continue. Je ne vous cacherai pas qu'être conscient que le risque zéro, que la faille zéro n'existe pas, ça me donne quelques sueurs froides régulièrement. Mais c'est aussi toute la valeur de ces frameworks, comme l'ISO 27001, c'est que on a de l'ownership, donc on se sent responsable, donc on active la démarche d'amélioration continue. Et quand on est une boîte de cybersécurité offensive, on a plutôt intérêt à être exemplaire. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en vraiment cherchant à améliorer continu, en essayant d'être vraiment à la pointe finalement de ce que l'on peut faire en termes de tests de sécurité sur notre système. Alors, j'ai essayé ici de vous représenter la chaîne de valeur. Ce n'est pas un exercice évident. Je me suis bien amusé à le faire, mais ce n'est pas évident. Pour les besoins de la présentation, je posais un workflow linéaire, allant de la conception jusqu'à la production, on dirait un waterfall. En réalité, notre processus, il est agile, donc circulaire, itératif, incrémental. Mais je pense que ça fait le job pour comprendre comment ça marche. Sa particularité, c'est qu'il repose sur une collaboration très, très rapprochée et continue entre les équipes. C'est-à-dire que le RSSI, l'équipe cyber, l'équipe produit, l'équipe métier, les équipes de développement, d'infrastructure et les chercheurs de la communauté collaborent de manière très régulière. Donc ici, ce que vous voyez, c'est chaque étape du workflow, donc à la fois les environnements, qui d'ailleurs sont tous managés via un SOC, un EDR, un CyberWatch, et puis ensuite il y a les processus outillés ou automatisés, enfin les processus manuels, et en jeu les tests offensifs en collaboration avec les chercheurs. Donc comment ça se passe chez nous, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est un processus qui évolue continuellement. Les phases de conception et de développement, elles sont réalisées d'abord sur des environnements sécurisés, c'est une évidence. Tous les nouveaux projets, nouvelles fonctionnalités ou les grands refactoring font l'objet d'une analyse de risque avec le RSSI, le responsable juridique. Comme ça, on anticipe un certain nombre de problématiques.
Le développement à réaliser donc sur une machine sécurisée, et dès qu'il est terminé, ou plutôt qu'une petite partie d'une fonctionnalité ou d'un changement est développée de manière satisfaisante, il est poussé sur un environnement dédié, qu'on appelle une staging, c'est une branche de nos environnements, où il va être testé manuellement. Processus qualité relativement classique aujourd'hui, mais il va aussi être testé automatiquement, notamment en termes de sécurité. Dans notre système d'intégration continue, va jouer des tests de sécurité, tests de dépendance, du SAS, donc du scanner de code source, et des tests fonctionnels automatisés également, qui comprennent, eux, des règles de sécurité comme la gestion des droits. Euh, donc, c'est plein de tests qui passent automatiquement dès que ce premier élément de développement est terminé. Une fois que tous ces tests ouverts, il faut qu'ils soient tous ouverts, le code va être revu par un autre développeur, donc, code review, qui lui va vérifier qu'il correspond bien à nos standards, qu'on ne peut pas l'améliorer, qu'il respecte bien aussi les principes de cybersécurité. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, qu'il est OK, le code va être poussé sur une branche d'intégration, on appelle ça le master, c'est une branche de référence, c'est là qu'on va retrouver tout le code qui peut être mis en production. Et là, encore une fois, on va rejouer tous les tests précédents, tous les tests automatiques, tous les tests de sécurité, et même encore d'autres tests de sécurité plus poussés. Et une fois seulement que tous ces tests sont validés, on va considérer qu'on est bon. Et une fois qu'on a suffisamment d'éléments testés entre eux qui semblent cohérents pour être livrés comme une nouvelle version du logiciel, on va non pas le pousser en production, on va le pousser sur une pré-production où elle sera testée manuellement. Mais pas seulement. On va de nouveau jouer des tests automatiques et on va même tester toutes les versions existantes actuellement en production ou candidates à être mises en production. Parce qu'on a bien une plateforme SaaS, mais comme je vous disais, j'ai aussi des plateformes qui sont sur des clouds privés ou des clouds souverains dans différentes régions du monde. Et elles ne sont pas toutes à la même version, parce que ça dépend bien sûr des différents partenaires qui les gèrent. Et je me dois de m'assurer qu'en continu, le niveau de sécurité ne se dégrade pas sur ces différentes versions. Donc on va en plus tester toutes ces versions sur différents environnements en continu pour être sûr qu'on est toujours bien, que si on n'est pas bien, qu'on puisse corriger. Alors, quand on voit toutes ces mesures, mais moi, je m'essouffle quand je vous le raconte ça, les tests automatiques, le SOC, le DAS, la CI, etc. Quand on pense qu'en plus, chez Yogosha, on a des gens qui sont plutôt très, très sensibles à la cyber, qui font des CTF, qui font du bug bounty, qui sont vraiment très intéressés par le hacking éthique, on peut se dire qu'on ne devrait pas avoir de failles, mais en fait, si, c'est pas suffisant. En fait, ces principes automatiques, ils sont pas suffisants pour sécuriser notre système d'information. Il faut aller plus loin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, avant d'aller en production, toutes nos versions majeures, elles vont pousser de nouveau sur un nouvel environnement qui est dédié au pen test en mode Greenbox. Donc là, on a des pen testers qui sont informés des changements apportés, qui disposent d'accès privilégié à nos applications et qui vont les tester pendant plusieurs jours. En général, ils vont mixer des textes exploratoires, vraiment liés aux changements qui ont été apportés, et des checklists standards, type WASP Top 10 par exemple, ce qui nous permet d'avoir une première vue de l'état de tout ce qui aurait pu échapper à nos systèmes automatiques ou à la revue humaine du code. Et c'est qu'une fois que tout ça est validé, OK, qu'il n'y a pas de grosse faille qui apparaît, on va pousser non pas en production, mais sur un second environnement de test offensif, où là, on joue en permanence un bug bounty greybox. C'est-à-dire qu'on a un groupe de chercheurs de la communauté qui disposent d'informations et d'accès privilégiés, qui ont accès à cet environnement-là, qui vont être alertés des nouveaux changements et qui vont tout faire pour trouver des failles. Et qui le font d'ailleurs en continu, mais qui reviennent d'autant plus intéressés quand on pousse des nouveaux changements. Dès qu'une vulnérabilité est trouvée, elles sont renseignées sur la plateforme, notre plateforme Yogosha, et elles viennent créer des alertes directement dans le système d'information pour qu'on puisse se mobiliser pour les résoudre. Une fois que tout ça c'est fait, on va pousser en production. Et en production, on a différents programmes de bug bounty, cette fois-ci en black box, donc les hackers éthiques n'ont pas d'informations particulières. Et on en a plusieurs, on en a un par application, pour résumer. Et ils sont ouverts en permanence. Donc, dès qu'ils sont mis à jour, on en informe la communauté des chercheurs. Et du coup, les hackers éthiques vont redoubler d'efforts pour de nouveau tenter de nous prendre à défaut. C'est un petit peu un challenge de prendre à défaut une Yogosha et rapporter des failles dans la plateforme qui, de nouveau, vont d'autant plus générer des alertes. C'est-à-dire que non seulement notre team cyber, elle va trier les vulnérabilités remontées, mais avant même qu'elles soient triées, de toute façon, on a des alertes qui vont arriver dans nos systèmes de communication comme Slack pour que côté développement, côté infrastructure, côté même produit, côté métier, on se dise, ah, il y a des choses qui ont été trouvées.
faudrait quand même regarder pour être sûr que ce n'est pas bien grave ou corriger rapidement. Et on est plutôt content quand ils trouvent des failles, c'est assez rare. C'est la bonne nouvelle, c'est assez rare qu'ils trouvent des failles en production, mais ils en trouvent de temps en temps, plutôt des mineurs. Et on est bien content que ce soit eux qui les trouvent pour qu'on puisse les corriger rapidement. Alors vous allez me dire, avec tous ces tests, on ne doit pas mettre en production souvent. Ben, en fait, si, on met en production assez souvent. On peut mettre en production à tout moment, d'ailleurs, plusieurs fois par jour quand on en a besoin. Surtout si on a un bug ou une faille qui est trouvée, on va aller assez vite, en quelques heures en production. Ça, c'est pas un souci. Euh, mais l'ensemble des phases, comme elles sont intégrées à tout notre workflow, on peut les jouer sur des tout petits changements, en fait, et mettre en production assez régulièrement. L'exception, ce qui est le moins fluide, c'est vraiment la phase un peu de pen test. Euh, mais du coup, on va le jouer intelligemment, on ne va pas la jouer de manière systématique, cette phase de Grey Box Pen Test. On va la jouer vraiment si on pense qu'il y a un risque, parce qu'on a fait un refactoring assez important de l'application, parce qu'on a apporté une nouvelle fonctionnalité qui n'a jamais été testée, on a des nouveaux endpoints au niveau de l'API. Donc là, on va y aller, plutôt que de se lancer tout de suite dans le bug bounty, on risque d'avoir des surprises relativement coûteuses. On commence par un pen test pour être sûr, avant d'y aller. Mais si on est sur des mises à jour qui ont assez peu d'impact, qui comportent assez peu de risques, de toute façon, on va avoir du bug bounty sur l'environnement de pré-prod ou dédié et du bug bounty en continu en prod. Donc, on peut se permettre de bypasser cette phase-là, à condition, encore une fois, qu'on est bien tous d'accord, RSSI, développeurs, produits, que le risque est acceptable. Et comme on est un peu aversif au risque, c'est pas si souvent que ça. Mais en général, comme je ne suis pas juste fournisseur de SaaS, mais aussi éditeur de logiciels, finalement, je vais livrer au moins une version 2 fois par mois sur la plateforme stable et une grosse version majeure, très très stable, tous les trimestres sur vraiment les plateformes self-hosted, les plateformes qui sont sur les clouds des partenaires. Parce que du coup, ça demande plus de travail de s'adapter au changement. Et je vais être sûr voilà, que tout soit bien serein, parce que je ne veux pas avoir la même aisance pour aller corriger rapidement quelque chose si j'ai un bug, par exemple. Mais je suis d'autant plus serein pour pousser ces versions fréquentes sur nos instances que j'ai plusieurs bug bounty en parallèle. Euh, et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très bien. Mais faire fonctionner un bug bounty, alors ça ne va pas tout seul, ça ne va pas de soi. Il y a une recette. Il y en a plusieurs, sans doute. Ça, c'est notre recette pour faire fonctionner un bug bounty. La première chose, c'est de ne pas l'utiliser si on n'est pas prêt. Un bug bounty, ce n'est pas destiné aux applicatifs dont la sécurité est encore trop jeune, qu'on n'a pas assez testé. Euh, Quand on se lance comme ça dans un bug bounty, on peut très vite être débordé par le nombre de vulnérabilités qu'on trouve. Et il suffit de 4, 5, 6, 7, 8 hackers éthiques pour déborder toute une entreprise de vulnérabilité, parce qu'on sous-estime souvent, ou on surestime souvent, le niveau de sécurité des assets. Donc, il vaut mieux commencer par un pen test, un premier test d'intrusion, pour que la base soit assurée avant de se lancer dans un bug bounty. Une fois que cette base est assurée, qu'on a écrémé un petit peu les vulnérabilités plus classiques, là, on peut se lancer. Et il y a 3 ingrédients pour réussir un bug bounty. L'attractivité du programme, il faut qu'il donne envie. La gestion du programme, comment il est géré par les équipes internes. Et l'approche de la remédiation par les équipes de développement. Les 2 premiers points, ils vont déterminer la qualité de la relation avec les chercheurs en sécurité et la performance du programme. Et le troisième va déterminer vraiment la bonne réception du bug bounty en interne et la transformation des détections, finalement, de vulnérabilité en résultats actionnables, en correction. Et l'ensemble vient conditionner, finalement, le succès ou l'échec du bug bounty. Euh, pour réussir l'attractivité, pour être efficace, il faut donner envie donc, aux hackers éthiques de participer, de prendre du temps pour tenter de trouver des vulnérabilités au sein des assets, parce qu'il y a beaucoup de programmes de bug bounty dans le monde. Donc il y a la concurrence. Donc c'est un petit peu comme un programme Netflix, un programme télé. Il faut donner envie. Il faut aller chercher de l'audience. Il y a 6 conditions pour ça. Donc l'intérêt que représente le périmètre du programme, le scope, la qualité de la communication et des échanges avec les chercheurs, la performance du triage, donc le temps mis à valider ou non les vulnérabilités rapportées, la rapidité pour rémunérer les chercheurs, c'est la clé, la compétitivité des primes, bien sûr, et puis la cohérence
de la visite du programme. Donc, pour être plus précis, le scope, c'est vraiment le pitch qui doit être attrayant et clair, qui doit donner envie. Le scope du programme, c'est les règles du programme. D'abord, ce que les chercheurs ont droit ou non de faire. Par exemple, pas d'attaque des doses, s'il vous plaît. C'est un peu aussi la limite d'âge de la série Netflix. C'est aussi la liste des produits, des assets qui sont concernés par le test. Et là, c'est très important de bien expliquer ce qui est dans le scope de ce qui n'est pas dans le scope. Sinon, on se retrouve à refuser une faille qui est valide, qui est réelle, mais qui ne concerne pas forcément le périmètre de responsabilité de la personne qui gère ce programme. Ça arrive souvent dans les grandes organisations. Pour autant, c'est intéressant d'avoir un scope important. Plus il est grand, plus il est attrayant. Ça augmente les probabilités pour les hackers éthiques de trouver des failles. Mais l'important, c'est qu'il soit cohérent, qu'il soit composé d'assets qui font sens entre eux pour faciliter la gestion du programme. Par exemple, de mon côté, sur mes propres assets, j'aurais tendance à privilégier des scopes profonds, détaillés, mais avec un programme par applicatif, ou type de test et d'environnement, programme Grey Box, programme Black Box, etc. Donc, le scope, c'est vraiment le manifeste du programme, le détail exhaustif, autant que faire se peut, du programme de Bug Bounty. Et dans ce cas-là, alors, il ne faut pas hésiter à demander l'aide des professionnels, ceux qui gèrent les plateformes de Bug Bounty, pour le compléter, si vous ne le gérez pas vous-même, parce que c'est vraiment une condition clé de l'attractivité et de la pertinence des tests qui vont être effectués. Donc, le deuxième élément, c'est la communication avec les hunters. Une fois qu'on les a attirés, il faut leur parler. Là, il faut qu'elle soit claire et rapide. C'est pas si évident parce que, alors c'est important, c'est la base de la confiance, mais il ne faut pas oublier que les hackers éthiques ne font pas partie de l'entreprise. Ce ne sont pas non plus des prestataires au sens traditionnel du terme. Souvent, ils ne parlent pas la même langue, alors au sens propre, mais aussi au sens des métalangages qui sont très très riches quand même dans une organisation, hein, tout un vocabulaire pas possible, d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est vraiment important de prendre leur temps de leur parler de manière claire, de manière rapide aussi quand ils posent des questions, parce qu'ils sont tous très curieux, très appliqués, mais ils s'attendent aussi à avoir de la réactivité en face parce qu'eux, ils vont, à un moment donné, décider de consacrer une journée, 2 journées, 3 jours ou 2 heures, là, un week-end, sur un programme et ils ont des questions. Ils vont peut-être rencontrer un problème pour accéder à une application parce que les codes d'accès qu'on a proposés pour tester ne sont pas disponibles, etc. Donc, ils s'attendent à une certaine forme de réactivité. C'est important aussi dans le triage, du coup. Donc, le triage, c'est décider si la faille qui a remonté, elle est valide ou pas. Globalement, c'est ça. Euh, et il faut que ce soit rapide, parce que lorsqu'un chercheur prend le temps de soumettre un rapport de vulnérabilité, c'est qu'il a passé de longues heures, non seulement à chercher des failles, mais également à rédiger un rapport détaillé avec où était la faille, quels différents cheminements effectués pour pouvoir la reproduire, le proof of concept détaillé de la faille, les conseils à la remédiation, vrai rapport. Donc, si on met plusieurs semaines, plusieurs mois à réagir, même ne serait-ce qu'à commenter le rapport pour poser une question de plus, on peut être sûr que la critique ne va pas revenir, il va s'en aller, il va aller tester d'autres programmes, d'autres assets, d'autres entreprises, d'autres organisations. Et puis ça va se savoir dans la communauté. Quelqu'un qui a un problème de bug bounty qui ne répond jamais, plus personne ne va le voir assez vite, hein. Les hackers communiquent entre eux énormément. Donc la durée d'un bon triage, ça se compte en heures, en jours, mais pas plus. Et c'est important pour les chercheurs, mais c'est aussi important pour l'organisation parce que les failles remontées, elles sont le plus souvent réelles. On a un très haut niveau de, de positif. Les failles sont souvent très très bonnes. Donc, pour autant, le triage consiste aussi à refuser des rapports parce qu'ils sont en scope, parce qu'ils sont en doublon de vulnérabilité déjà signalés. Donc, chez Yogosha, on essaie d'automatiser la détection de la majorité des doublons et des hors-scopes, mais ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Il y a toujours des exceptions, hein, qui passent au travers des feeds. Donc, dans tous les cas, il faut communiquer, il faut préciser les motifs de refus. Si c'est bien expliqué, il n'y aura pas de souci. Le chercheur gagnera en compréhension du périmètre, il comprendra mieux le business model, il sera plus à même de continuer à poursuivre son activité sur le programme, à relever le défi de trouver une vulnérabilité qui sera valide à vos yeux. On peut aussi être amené à challenger le niveau de criticité d'une vulnérabilité, et c'est OK. Bien entendu, en général, il n'est pas rare qu'un hacker éthique voilà, cherche un très très haut niveau de criticité, c'est bien sûr ce qui va lui rapporter le plus, mais c'est OK de le challenger. Donc, généralement, les plateformes, elles précisent de mettre à jour le score, les différents éléments qui calculent le sort de criticité. Du coup, ça crée une conversation intéressante sur
en quoi est-ce une faille critique ou une faille high, qu'est-ce qui permet de négocier cet élément-là. Et c'est vraiment très important en termes de compréhension mutuelle pour la suite des événements. Encore une fois, ce qui est intéressant dans notre outil, c'est aussi la relation dans la durée. Donc le triage, il est vraiment au cœur du bug bounty, mais ça demande des compétences et de la disponibilité. C'est pas évident. Quand on n'a pas une équipe disponible pour un triage rapide et assurer une communication de qualité, le mieux, c'est encore de confier toute partie du triage à des équipes dont c'est l'expertise, aux équipes de la plateforme de bug bounty. Comme ça, on peut se concentrer sur la gestion du programme, du scope et la gestion de la remédiation en tant que telle, et moins sur cette partie-là. Mais malgré tout, il faut rester à l'écoute euh, et prêt à échanger régulièrement avec la hacker éthique pour améliorer en continu la qualité du programme. Et puis surtout, en termes de rapidité, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut payer rapidement parce que une vulnérabilité acceptée doit être une prime. Cette prime doit être versée rapidement si on veut conserver un bon rapport avec les chercheurs qui effectuent un travail de valeur. Et là, ça pose la question de la compétitivité des récompenses, le montant des primes. C'est forcément un facteur clé d'attractivité. Plus elles sont compétitives, plus vous pourrez mobiliser les meilleurs chercheurs. Et le montant des primes va dépendre à la fois du secteur d'activité, du type d'asset à tester, de la maturité de ces assets, de l'ancienneté du programme, si on est en black box, si on est en grey box, de la criticité de la vulnérabilité identifiée, bien entendu. Donc, le montant qu'on souhaite associer à chaque criticité doit être clairement affiché dans le manifeste du programme. Et mieux vaut débuter sur des montants modestes, mais cohérents par rapport au marché, puis augmenter au fur et à mesure la longévité du programme pour augmenter l'attractivité. Donc, ça permet de maintenir l'intérêt, de scaler les primes avec la difficulté qu'il y a à trouver des failles sur des assets de plus en plus matures d'un point de vue cyber. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est d'augmenter surtout les failles high et critiques, donc les plus importantes. Euh, Par exemple, souvent, les programmes plutôt web, black box, vont avoir au début des failles critiques payées à 5 000 euros. Il ne faut pas hésiter ensuite, au bout de quelques mois, à passer à 7 500, puis voire même à 15 000. Ce sont de sommes que les organisations seront ravies de verser, étant donné les millions d'euros que la résolution de ces failles leur permettra d'économiser. Autre élément, lorsqu'un changement important intervient dans la vie, le cycle de vie d'un asset, il ne faut pas aussi hésiter à augmenter pour une courte période, un week-end, une semaine, une sorte de happy hour, le montant des primes. Ça permet d'obtenir rapidement un diagnostic de la part de la communauté. Voilà, comme je vous disais, le montant de moyen des primes, les échelles de référence, on peut en trouver sur Internet, mais on risque vite de se perdre dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Et la mieux, c'est de faire confiance aux différentes plateformes de bug bounty qui savent conseiller pour tel secteur d'activité, typologie d'assets, c'est quoi le bon montant pour commencer. Personnellement, moi, sur mes programmes, en général, la cible critique, elle est à 5 000 euros, en tout cas au départ. Pour autant, j'ai un de nos clients qui il y a quelques mois, payé une prime de 50 000 euros un hacker qui avait pris le temps de chaîner des vulnérabilités pour remonter une faille particulièrement intéressante. Et il était très, très heureux qu'on lui ait trouvé cette faille parce qu'elle était particulièrement grave. Et il a pu la corriger avant qu'elle ne soit exploitée. À côté de cela, Google a versé plus de 100 000 euros à un seul chercheur pour une seule faille. Mais on n'est pas tous les GAFA. Qui d'ailleurs apprécie plutôt les programmes publics plutôt que privés. Et c'est justement un autre choix à faire en termes d'attractivité, c'est la visibilité du bug bounty. Donc la visibilité, c'est ça, c'est choisir entre public et privé. Est-ce que l'on veut avoir un maximum de personnes, mais on risque d'avoir beaucoup de bruit. Là, il faut avoir une grosse force de triage. Par exemple, Facebook et Google, lorsqu'ils ont lancé leur premier programme public, ils ont su 95% de failles invalides, finalement. Donc, il faut prendre ça en compte, prendre en compte qu'on ne peut pas contrôler du coup l'identité de tous les chercheurs, que certains vont trouver la compétition peut-être trop importante. Euh, voilà. Alors que l'avantage du bug bounty privé, c'est permet de décider du nombre de participants, du niveau d'expertise, de contrôler la volumétrie des rapports, etc., etc. Donc, c'est plus simple à adresser. Mais ce qui est important, c'est d'aligner la visibilité du programme par rapport à la maturité de l'organisation et des assets ciblés, finalement. Commencer par un bug bounty privé en invitant seulement une poignée de hunters, c'est bien. Ça permet de défricher, finalement, les vulnérabilités les plus évidentes. Et puis, petit à petit, d'ouvrir à un nombre de plus en plus important de hackers éthiques au fil du temps, augmenter les récompenses au fil de l'eau
Et puis vraiment, quand plus personne n'arrive à rien trouver, pourquoi pas aller sur du public quand on peut se le permettre pour avoir encore plus de chances de trouver des vulnérabilités qui n'auraient pas été trouvées dans le cas contraire. Voilà pour la partie vraiment attractivité du programme. Moi, il y en est presque dans une série télé, quoi. Faut y aller, ça se travaille. Il en est de même sur la gestion du programme. Réussir un bug bounty, il faut bien gérer son programme. Il faut travailler à la communication d'abord avec les équipes internes parce que c'est un peu disruptif, un bug bounty quand on n'a jamais fait pour une organisation. Donc, il faut prévenir les équipes métiers. Euh, il faut, euh, il ne faut pas vouloir tester la capacité de réaction des équipes en jouant la carte de la surprise. Hé, hé, j'ai lancé un bug bounty, vous avez bien de vulnérabilité. Ça, c'est plus pour faire des exercices de type red teaming qui sont faits pour ça, pour éprouver la résilience de l'entreprise. Là, le bug bounty, c'est pas ça. On est vraiment là pour essayer de trouver des vulnérabilités que le reste du système n'a pas trouvées. Il faut que les équipes soient au courant, qu'elles comprennent de quoi on parle, qu'elles comprennent le langage, qu'elles soient disponibles, prêtes à recevoir les vulnérabilités pour pouvoir les corriger. Et on peut sensibiliser aussi les autres corps de métier, comme le service juridique. Le service juridique ont toujours des questions sur la hacker éthique et sur le bug bounty. Donc, c'est bien de prendre le temps de répondre à tous leurs questionnements et de les rassurer. Les équipes marketing sont souvent très intéressantes. Des fois, c'est intéressant de communiquer à l'extérieur, pas toujours. C'est le cas quand on fait des petits bug bounty rapides, comme les live hacking events, pour euh, faire un petit peu briller la démarche cyber dans une organisation. Ça peut aussi intéresser les ressources humaines, notamment pour son aspect dans les parcours de formation, pour renforcer la marque employeur. Voilà, c'est bien d'en parler autour de soi. Se pose la question du nom, en effet. Est-ce qu'on parle de hacker éthique? Est-ce qu'on parle de hunter? Est-ce qu'on parle de chercheur en sécurité? On en parlait au début, tout à l'heure. En effet, il y a encore une vraie connotation négative dans l'inconscient collectif qui est tout à fait dommageable, parce que le mot hacker est magnifique. Mais c'est comme ça. Donc, souvent, nous, on va parler de chercheurs en sécurité. Voilà, tout le monde est rassuré. Même si entre nous, on va parler de hacker et de hunter. Donc, c'est important de prévenir les équipes, c'est important de les former, en particulier celles qui seront en frontal avec les hackers éthiques, notamment les équipes de développement. C'est important de s'organiser, d'avoir un ou plusieurs programmes honneurs qui vont pouvoir gérer les programmes de l'outil, donc être disponibles pour répondre aux questions, pour faire le triage ou pour surveiller le triage chez les délégués, voire d'avoir un roulement de différents honneurs de programme pour pouvoir gérer la charge, parce qu'au début, la charge peut être très importante, hein. Les 7 premiers jours d'un programme de bug bounty, c'est intense. Après, ça se détend un petit peu. Euh, il faut organiser le triage, je vous le disais, et choisir. Est-ce qu'on le fait soi-même ou est-ce qu'on le délègue? Quand on ne l'a jamais fait, c'est bien de commencer, je pense, avec l'aide d'une plateforme, l'aide de professionnels. Mais c'est très intéressant aussi, quand on a les moyens, quand on a les ressources disponibles, de faire le triage en interne. C'est extrêmement intéressant pour l'amélioration continue de la posture de sécurité d'une organisation. Mais le plus important, c'est l'update de programme. C'est vraiment important de se dire qu'il faut updater le programme de manière régulière. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais à chaque fois qu'on va opérer un changement important, on va prévenir de ce changement. Et donc, les différents hackers invités sur nos programmes, ils sont avertis, ils peuvent venir ou revenir d'autant plus motivés, challenger nos assets et nos changements. Et ça, c'est important de faire vivre le programme dans la durée, de faire vivre le détail des assets, de faire vivre, d'augmenter la couverture de test ou de la réduire quand c'est intéressant. C'est intéressant d'augmenter les rewards quand c'est nécessaire. Voilà. C'est des éléments qui sont vraiment clés. Le troisième point, c'est pour réussir un bug bounty, c'est toute la partie remédiation. C'est un élément important, peut-être une évidence, mais c'est important d'avoir un processus clair de priorisation. C'est important d'être bien tous d'accord sur qui traite quoi, dans quel délai, avec quel essai. Alors, vous me dire, toutes les organisations sont bien équipées, elles ont des workflows, des essais déclarés. C'est pas si vrai. Et plus l'organisation est grande, plus c'est flou. Quand en plus on vient rajouter un élément un peu différent, comme ça, comme le bug bounty, ça challenge vite le système. Donc, c'est important, même si ça existe déjà, de se remettre d'accord ou de repréciser quelles sont les règles, qui va définir de la priorité, qui va traiter. Est-ce que les gens sont disponibles pour traiter? Quand on va lancer un bug bounty, il va y avoir des nouvelles vulnérabilités. Est-ce que les équipes sont disponibles? Est-ce que le métier, le produit est d'accord pour prioriser dans sa roadmap des correctifs? Ils ont plutôt intérêt.
mais s'ils ont prévu autre chose, ça va être casse-pied. Est-ce que les équipes de développement sont disponibles? Parce que si elles ne sont pas disponibles, on va rajouter de la charge de travail en plus stressante, qui est la remédiation à ce qu'ils font déjà, et ça va être un vrai problème. Donc c'est important d'être prêt. C'est important que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit prêt, connaisse bien son processus. En plus, il y a encore des organisations qui tendent à voir les failles remonter comme autant d'erreurs réalisées par leurs équipes. C'est pas le cas. La faille zéro n'existe pas. On produit tous des failles tout le temps. On produit tous des vulnérabilités, malheureusement. Euh, donc, c'est important aussi de profiter de la mise en place de bug bounty pour cultiver cette logique d'amélioration continue. En fait, des failles trouvées, c'est l'occasion de travailler la formation. Des failles non trouvées, des patterns de failles qu'on ne trouve pas dans une équipe, ben, c'est un bon moyen de transformer une équipe en ambassadeur pour les autres sur comment eux, ils évitent de tomber dans tel ou tel piège. Donc c'est vraiment très, très intéressant de travailler cette culture-là, qui n'est pas si évidente. Il y a encore beaucoup d'organisations où on croit encore à la faille zéro, en réalité, ce n'était pas possible. Donc, donc c'est vraiment important de profiter du bug bounty pour changer ça, plutôt que de s'en servir pour les punir. Ils y sont pour rien. Euh, D'ailleurs, le bug bounty, c'est vraiment un bon moment pour sensibiliser les développeurs à la cybersécurité. Grâce au contact avec la hacker éthique, grâce à l'analyse des failles, en fait, on se rend compte que la plupart des développeurs, ils adorent découvrir le point de vue de l'attaquant. Parce que quand on développe, on n'a pas le point de vue de l'attaquant, on a le point de vue du développeur. Découvrir le point de vue de l'attaquant, ça change tout. Ça permet de mieux comprendre les règles de sécurité, ça permet de mieux comprendre certains patterns d'architecture, ça permet de complètement challenger la façon de faire et ça crée une vraie émulation. Parce que malgré tout, souvent, hein, chez les développeurs, chez les ingénieurs, chez les DevOps, il y a quand même un côté hacker, au fond, geek, passionné, qui se réveille quand on a l'opportunité de leur parler de failles de sécurité de manière positive. Donc vraiment, c'est intéressant. En plus, on peut s'appuyer sur les plateformes de bug bounty comme Yogosha pour former les gens. Je crois que c'est aussi ce dont on pourra discuter avec Sarah, notamment autour des enfants, mais nous, on utilise aussi la plateforme pour aider des internes, finalement, à se sensibiliser, à tester du bug bounty. On organise aussi des CTF, des captures de flag pour se sensibiliser à la cybersécurité. C'est très, très intéressant. Ça permet de détecter dans les équipes les futurs ambassadeurs cyber, peut-être les futurs membres de l'équipe cyber, ou en tout cas les ambassadeurs. C'est toujours intéressant d'avoir un ambassadeur par équipe qui est vraiment très sensible à la cybersécurité. Ça permet de faire grandir toute l'organisation autour de cette posture. Ouais, je vois que le temps passe. Je vais aller vers la conclusion. Euh, donc finalement, ce que j'aimerais retenir, c'est que dans un monde où les cybermenaces, elles évoluent à une vitesse prodigieuse, les méthodes traditionnelles, elles sont essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes. On peut désormais, aujourd'hui, confronter nos assets et nos équipes à des scénarios d'attaque réalistes grâce aux approches offensives comme le bug bounty. Et c'est en intégrant pleinement ces approches-là dans le workflow DevSecOps, dans la chaîne de création de valeur, que l'on peut renforcer la robustesse de nos surfaces d'attaque, la résistance, finalement, aux attaques malveillantes. C'est en collaborant finalement au quotidien avec la hacker éthique qu'on peut non seulement booster nos postures de sécurité, mais aussi augmenter la proposition de valeur de nos produits, de nos services, parce que la cybersécurité, c'est plus juste une question de réglementation, c'est plus un centre de coûts, ça doit arrêter d'être un centre de coûts, c'est pas juste de la gestion de risque, c'est une part croissante des attentes des clients, une part croissante des attentes des usagers. C'est un avantage concurrentiel pour bien des entreprises et ça doit se développer dans ce sens-là. Je pense même que la cybersécurité, finalement, c'est un engagement sociétal qui exige que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et je souhaite d'ailleurs peut-être insister, tout à l'heure on se disait la cœur éthique, ce n'était pas la bonne dénomination. Moi, j'aime bien ce côté éthique, je trouve qu'il a son importance. Depuis 2021, il y a de nombreux chercheurs en sécurité, de nombreux hackers éthiques qui offrent gratuitement leurs services au travers de bug bounty pro bono au sein d'associations comme Hack for Values, qui a été fondée par Mano Mano, Yogosha et Communication Without Borders, et qui propose donc bénévolement des programmes de bug bounty pour aider les associations humanitaires comme Amnesty International, Médecins sans frontières, Action contre la faim, etc. Donc, en fait, ces hackers éthiques, c'est mêmes hackers éthiques qu'on trouve sur nos communautés, ils s'engagent. Ils s'engagent pour le Tech for Good, ils s'engagent
pour la sécurité pour tous. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est clé. Donc vous-même, si vous avez une idée d'association à protéger, si vous souhaitez contribuer, je sais pas, au triage ou au hacking pro bono d'un, d'une association humanitaire, ou si vous voulez faire une donation, bah, n'hésitez pas. Je pense que c'est intéressant de vouloir promouvoir la cybersécurité pour bénéficier au plus grand nombre et à la société. Voilà, c'est tout pour moi. Super. Eh Euh, bien, Merci on beaucoup. va, Oui, c'est très clair, très, très complet. Merci, vraiment, c'est très intéressant. Donc, on va laisser on la va te parole poser, peut-être à Sarah, puis vous poserez des questions oui, après. pendant que Sarah va parler, Nicolas, tu pourras lire dans le chat. Il y a des questions très intéressantes qui sont posées. Il y en a plusieurs de Jean-Jacques Urbain Galando, de Thierry Motsch, etc. Et ben, ça va être à Sarah. Et ensuite, pour les questions-réponses, vous pouvez, donc il y a les questions posées par chat, d'accord? Et vous pourrez les poser en direct à Nicolas et à Sarah, et si possible, en utilisant l'icône lever la main qui se trouve la partie en bas, dans la barre en bas, réagir avec le petit cœur chez moi, en tout cas dans ma version. Et donc là, vous pouvez lever la main. Voilà, à Sarah. Oui, donc Ah oui, Gérard, les slides. je compte sur toi pour passer des slides de contenu de mes petits Oui, problèmes techniques avec Zoom. Donc, je vais faire une toute petite introduction. Donc, je m'appelle Sarah Sellos, je suis ingénieure principale des études et techniques de l'armement. Je travaille à la Direction générale de l'armement. Et j'ai été invitée ici pour vous parler d'une initiative que j'ai co-créée avec mon collègue et ami Nicolas Fouville, qui participe à la conférence aussi, et qui s'appelle Kids Can Hack et qui vise à faire découvrir la magie de la cyber aux enfants à partir de 9 ans par le biais de jeux de hacking éthique. Euh, donc, je dois préciser que Nicolas et moi-même, on pratique le hacking éthique depuis plusieurs années. On n'est pas des professionnels. On le fait en fait à titre ludique, c'est notre loisir. Et ça nous apporte énormément sur le plan personnel et professionnel. Voilà. Donc, je propose d'aller dans la planche qui suit pour vous présenter en fait notre initiative et finalement en fait la plateforme qu'on a développée pour faire découvrir le hacking aux enfants dès l'âge de 9 ans. Donc, c'est une plateforme qui est accessible sur Internet. Donc, je vous ai mis l'adresse sur la planche ici. Elle implémente en fait 30 challenges de hacking éthique. Et il y a un petit défi caché aussi dedans pour faire découvrir en fait la cybersécurité et les coulisses du cyberespace aux enfants. Alors, pourquoi c'est des challenges qui sont adaptés aux enfants? C'est parce que pour pouvoir les résoudre, on n'a pas besoin de savoir programmer, on n'a pas besoin de connaître les systèmes d'exploitation, les systèmes d'information dans leur complexité. Pour résoudre ces défis, il faut juste savoir lire, écrire et compter, savoir faire une recherche sur Internet et bien sûr faire preuve de logique et de curiosité. Ce sont des compétences indispensables à tout hacker qui se respecte. Mais malgré tout, ce ne sont pas des challenges qui sont faciles. Moi, je dis souvent que ce pas des challenges tarte à la crème. Parce que, en fait, on a cherché à vraiment implémenter des véritables failles qui ont vraiment été exploitées dans le cadre de cyberattaques. Et d'ailleurs, on fait le lien direct. Chacun de nos challenges fait un lien direct avec une anecdote qui s'est réellement passée. Voilà. Ça permet, en fait, d'ancrer chacune des failles qu'ils ont exploitées dans la réalité. Et pour tout vous dire, il y a des adultes qui sont pourtant aguerris en informatique ils ont quand même du mal à résoudre les challenges qu'il y a dans cette plateforme parce que finalement, c'est pas si simple, même s'il y a très peu de compétences techniques à déployer pour pouvoir les résoudre. Alors, je vous propose d'aller sur la planche suivante pour vous expliquer finalement ce qui nous a motivés. Donc, dans la planche numéro 3, qui suit celle-là, c'est finalement pourquoi apprendre le hacking éthique aux enfants. Alors déjà, le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient mieux sensibilisés aux dangers d'Internet, parce que en fait il se fait que on est en face d'une génération qui est hyper connectée de manière très précoce. En fait, ils sont autonomes sur Internet dès l'âge de 7 ans. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2022 qui a fait ce constat. Et en fait, les enfants acquièrent leur premier smartphone
dès l'âge de 11-12 ans, donc en général quand ils vont au collège. Donc on a une génération qui est hyper connectée, qui est plutôt habile avec leur matériel et leur appareil numérique, mais qui n'est pas du tout éclairée. Ils savent pas vraiment comment tout ça s'est fait, comment c'est fabriqué. Donc en fait, on voulait en fait leur montrer un peu l'envers du décor. Alors bien sûr, il y a une sensibilisation qui s'est beaucoup accrue à l'école parce que finalement cette hyperconnectivité très jeune pose des problèmes, mais c'est une sensibilisation qui est très théorique et au final les enfants ils comprennent pas vraiment comment tout ça fonctionne. Donc nous on a voulu leur montrer un peu comment ça fonctionnait. Ensuite le deuxième enjeu c'est de leur montrer que le cyberespace c'est magique et que en fait ils pourraient se projeter plus tard. Enfin l'idée dans tout ça c'est de susciter des vocations parce que on est face à une grosse pénurie d'experts en cybersécurité, on l'a évoqué dans la présentation précédente. Et donc l'idée c'est ici de briser les stéréotypes, de montrer que c'est amusant, que c'est accessible et on voulait aussi agir en faveur de la mixité et de la féminisation parce que les métiers de la cyber ils sont très peu féminisés aujourd'hui et en particulier dans les métiers techniques. Et en fait, pour tout vous dire, l'initiative qui a été créée, la Kids Can Hack, elle a émergé quand j'étais à l'ANSSI, quand j'étais à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On s'était réunis, on était quelques filles à pratiquer le capture de flag et à être passionnées de hacking. Et on avait fait le constat que dans les compétitions, il y avait vraiment trop peu de filles. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a eu plusieurs initiatives et moi j'ai créé celle-là. Je te propose d'aller sur la planche d'après, qui explique aussi un petit peu d'où vient, qu'est-ce qui nous a motivés aussi. Alors, je voudrais pas susciter de controverse ici, j'ai juste cité des personnalités un peu emblématiques. C'est pas une liste exhaustive, c'est juste une liste illustrative qui m'est d'ailleurs très propre et personnelle. C'est en fait 3 personnalités qui ont marqué l'ère du numérique, qui ont vraiment une culture du hacking et qui ont découvert surtout l'informatique très tôt. Donc le fondateur de Linux, Mark Zuckerberg avec Meta. Alors donc c'est vrai, c'est une personnalité peut-être un peu très controversée, Mark Zuckerberg, mais moi en fait ce qui m'a fasciné, c'est dans les années 2000 un film qui s'appelait The Social Network et qui racontait justement l'histoire de ce pionnier et ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Et puis ceux qui connaissent bien le hacking, ils ont peut-être étudié le livre de John Erickson qui s'appelle Techniques de hacking, qui est un livre extrêmement compliqué, qui est vraiment très technique. Enfin, moi en tout cas je l'ai étudié pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait j'ai découvert en lisant le livre de cet auteur qu'il avait qu'il avait vraiment commencé à 5 ans, ce qui est extrêmement précoce parce qu'à cet âge-là, en théorie, on ne sait pas encore tout à fait bien lire et écrire. Mais donc voilà, donc c'était pour expliquer un petit peu qu'il y avait des personnalités inspirantes qui avaient commencé très tôt. Et j'aurais pu rajouter sur cette planche la photo du fondateur de Yogosha parce que je sais que Yassir Kazar a commencé très tôt. Et comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que Yogosha a organisé en 2021 une compétition de CTF en faveur de la mixité auquel je me suis inscrite. Et pour une fois, j'ai pu finir dans les 10 premiers, ce qui m'a valu l'honneur en fait et le privilège de pouvoir témoigner à ses côtés au sein de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette conférence, il avait expliqué qu'il avait commencé le hacking en décortiquant un Raspberry à l'âge de 8 ans. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et c'était en 2021, et c'était à peu près à cette époque où j'ai lancé cette initiative avec mon collègue et ami Nicolas. Alors, je vous propose d'aller sur la planche suivante pour expliquer un peu mieux, pour vous présenter un peu mieux notre plateforme de hacking pour les enfants. Donc, on a 3 types de challenges qui sont répartis en 5 catégories. C'est des catégories qu'on retrouve souvent dans les compétitions de CTF. Donc, on a du web, de la crypto, de la Stegano. Du réseau, on a aussi des challenges de culture, en fait, plutôt des challenges de sensibilisation. Et en fait, ils sont à chacun associés à un niveau, facile, moyen, difficile. Donc, facile, en fait, il n'y a aucun prérequis pour les faire. Il y a vraiment le savoir, il y a vraiment aucun prérequis. Moyen, il faut avoir fait quelques challenges difficiles pour attaquer cela. Et puis, difficile, c'est des challenges qui nécessitent toujours aucun prérequis en informatique, en programmation, en système d'information, mais qui sont quand même vraiment pas simples à résoudre et qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans des plateformes de CTF comme on connaît aujourd'hui. Alors, on a des défis qui visent à sensibiliser. On met les enfants dans des situations où ils vont faire, par exemple, du brute force de mots de passe, ils vont
ils vont être confrontés à du phishing. On a des défis pour leur faire mieux comprendre ce que c'est que le cyberespace. Et enfin, on a des défis de bravoure et d'ingéniosité. Donc, c'est pour attiser leur ingéniosité et leur curiosité. Voilà. Alors, avec Nicolas, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on réalise des animations de hacking dans les collèges et dans les classes en école primaire. On a aussi organisé des ateliers sous la forme de binôme enfants-parents. Alors, c'était souvent, c'était généralement ces ateliers-là, ils étaient faits au sein de l'ANSSI. Donc, les agents de l'ANSSI venaient avec leurs enfants aux Invalides pour leur faire découvrir le hacking. Et puis, on a aussi participé à des événements dédiés. Là, ici, au campus cyber ou au Hack 2023, il y a une session dédiée aux enfants qui s'appelle le Hackit, qu'on a animé. Voilà. Pour terminer en fait ma présentation, je vous propose d'aller en fait sur la dernière slide, qui est la slide numéro 7, pour conclure là-dessus. En fait, on a signé un contrat d'édition avec Duno pour écrire un ouvrage dédié aux enfants qui sera publié en fait à l'occasion du Cybermois en octobre 2024. Ce sera un cahier qui se présentera sous forme de cahier de jeu et qui a pour vocation en fait de guider les enfants dans la résolution des challenges de la plateforme Kids Can Hack. Dans ce livre, en fait, il y aura des explications pédagogiques, il y aura une explication sur l'importance de distinguer le hacker et le pirate. Ça, c'est très important. On aura aussi des conseils et des messages de sensibilisation. Et on a écrit ce livre tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, ces challenges, ils sont pas simples à résoudre et il faut pouvoir guider les enfants. Et comme avec Nicolas, on peut pas se multiplier, nous, avec les ateliers qu'on a menés depuis 2 ans, on a vu quelques centaines d'enfants. On a voulu passer à l'échelle et donner l'occasion à un plus grand nombre de découvrir en fait, de découvrir le hacking. Alors, pour finir, alors je pense que je suis allée assez vite. Je vous propose de faire témoigner Milena et Louise et qui ont construit en fait la plateforme avec moi. Alors, excusez-moi 2 secondes, je vais juste les appeler. Euh, Louise, Milena, vous pouvez venir? Venez. Alors, vas-y, Louise. Alors, j'ai juste, voilà. Donc, c'est Louise, elle a 11 ans, elle a commencé avec moi il y a 2 ans, 2, 3 ans. Elle était en CE2. Donc, Louise, est-ce que tu aimes bien le hacking? Oui, Et c'est quoi les challenges que tu préfères? le, le web. Le web, t'aimes bien? Et quel challenge tu recommanderais à un copain? euh, De quoi? euh, Activité. Bob l'éponge, c'est les mots de passe. T'aimes bien brute forcer les mots de passe, c'est ça? oui, D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? inventerie. Inventrice en cybersécurité? Oui, Oui? Bon, très bien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Milena, qui a 13 ans. Viens, Milena, viens, assis-toi. Assis-toi, s'il te plaît. Donc, Milena a 13 ans, elle a commencé quand tu étais en CM2. Alors, Milena, est-ce que tu aimes bien le hacking, toi? Oui? Mhm. C'est quoi le type de challenge que tu aimes bien? Moi, j'aime bien les challenges de crypto, Crypto? Et qu'est-ce que tu recommanderais comme challenge à tes copains? des matryoshka, Alors, le Matryoshka, c'est un challenge de chiffrement par couche. Voilà, donc voilà. Et tu veux faire quoi plus tard? ingénieur en intelligence artificielle ou en cybersécurité. Bon, voilà. Vous voyez, la relève est là. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup. À ce propos, si je peux me permettre, parce que l'occasion est trop bonne, pour nos petits-enfants, compris les 2 qui sont passés, je signale que il y a le salon de la culture et des jeux mathématiques du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai, qui se tiendra à Paris, place Saint-Sulpice. C'est gratuit, il suffit de venir. Où Super. l'ARCSI, l'Association des réservistes de chiffres et de la sécurité de l'information, aura un stand sur la cryptologie et la cryptanalyse. Alors, si Sarah veut former des hackers et des hackeuses, nous voulons aussi former des cryptologues et des cryptanalystes. Donc, Bravo. le jeudi et le vendredi, ce sont les classes qui viennent avec leurs profs. C'est ouvert à tout le monde, hein. Mais enfin, c'est surtout des classes qui défilent. Il faut en parler aux profs pour leur demander d'amener la classe. Et le samedi et le dimanche, eh ben, c'est pour tout le monde. Et il y aura des arxistes
qui vous montreront la réglette de Saint-Cyr, le cadran d'Alberti, etc., qui vous permettront de résoudre des énigmes de messages chiffrés que vous déchiffrerez. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir une représentation par Sarah ou par son ami de ce qu'ils font? Tous ceux Ah, qui veulent nous aider sont les bienvenus. Moi, j'y serai au moins le samedi et dimanche, hein. Je donne un cours le vendredi et le jeudi, malheureusement. Enfin, bon. Merci Sarah, c'est une excellente initiative et vraiment très très intéressant. Et pour les enfants, effectivement, c'est quasiment vital. Merci. Donc des questions maintenant? Oui, On enlève le Alors, partage pour voir. Jacques, Vous pouvez mettre vos vidéos, évidemment, vos oui, micros. Jacques Labidurie. Donc, parce qu'il faut que je parte malheureusement. Alors c'était vraiment super, autant Nicolas que Sarah. Sarah, ça me fait regretter vraiment que mes enfants soient un peu vieux et mes petits-enfants un peu jeunes. Ils sont vraiment pas dans la tranche 9-12, c'est dommage, Comme mais moi. bah, oui, oui, comme toi, exactement. Mais toi, Saint-Sulpice, tu es très bien aussi. Pour vraiment aller à Saint-Sulpice, au Salon des Jeux, là, dont Gérard parle, c'est vraiment génial. Je voulais juste vous signaler que on a Limoges, qui est bien sûr une ville cyber très très connue, qui est un pôle d'excellence cyber. On a réussi, grâce à l'aide de Limoges Métropole, à faire un CTF, à préparer un CTF qui va avoir lieu, la finale, le 11 juin. Les inscriptions sont encore valables pendant une semaine. Et c'est un CTF orienté santé, puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis un petit RSSI d'un petit CHU de province, hein, dans le monde de la santé. Et c'est un CTF qui est orienté aux INT aussi. Donc, il ne demande pas vraiment de connaissances techniques. Il suffit d'être, comment dire, bien orienté dans la recherche ouverte, source ouverte. Et normalement, vous devriez arriver au résultat. Ça n'a rien de compliqué, ça n'a rien de technique. C'est vraiment un CTF orienté recherche source ouverte. Pas besoin d'expertise technique, pas besoin d'expertise médicale, mais ça montre, j'espère, ça va bien montrer comment on peut acquérir assez facilement des données de santé dans notre monde actuel, hein. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat Présentez-vous quand vous prenez merci, la parole. merci Jacques Jacques. Labidurie est le RSSI de l'hôpital de Limoges. et des hôpitaux du Limousin, Gérard, n'oublie pas. Oui, c'est plus large que ça. Ça fait beaucoup. Et Merci. plus que l'air marin, la douceur limousine. Ah, Est-ce mais qu'il y a, est-ce que Nicolas ou Sarah, il y a des questions qui ont été posées sur le chat auxquelles vous voudriez répondre maintenant, et puis les autres personnes peuvent lever la main en attendant, ou est-ce qu'il y a des remarques que vous pouvez apporter déjà? D'abord, je voulais remercier Sarah. J'ai adoré et je suis un grand fan. Donc, j'ai noté. Moi, j'ai un fils de 9 ans et jumeaux jumelles de 12 ans. Donc, voilà, je commence demain. Merci. C'est génial. C'est génial. Je n'aurai peut-être pas que des musiciens. J'arriverai aussi peut-être à avoir des musiciens ingénieurs. Ce sera formidable. Merci aussi pour votre accueil à tous et pour vos questions. Il y a des questions super intéressantes. Il y en a qui sont très techniques, comme je le disais au début. Je suis loin d'être un expert en cybersécurité. Je n'ai pas eu la chance d'être un ingénieur. C'est pas là que sont mes meilleures qualités. Donc, il y en a où sans doute les filles de Sarah sauront mieux répondre que moi. Il y en a peut-être quelques-unes auxquelles je peux répondre. À la question de si plusieurs chercheurs trouvent la même faille, est-ce qu'ils sont tous rétribués? Alors, généralement, c'est le premier rapport validé qui remporte la prime. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est plus ou moins le premier à l'avoir trouvé, mais l'avoir trouvé et l'avoir correctement décrite, démontrée, pour aider l'organisation à pouvoir la reproduire et la fixer le mieux possible. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi des exceptions. On peut avoir souvent des collectifs de hackers IT qui travaillent ensemble, qui vont se partager les primes, en fait. C'est un écosystème qui est assez passionnant, qui est très auto-organisé, où il y a énormément de partage de savoir. Donc les plus anciens forment les plus jeunes, ou les meilleurs forment ceux qui ont encore des choses à apprendre. Dans ce cas, l'âge euh, n'est pas forcément le critère numéro un. Donc souvent, les hackers vont travailler à plusieurs, tester des assets à plusieurs, et donc se partager finalement la prime autour d'une faille. Ça, c'était pour répondre à la question. Si plusieurs chercheurs trouvent la même faille, sont-ils tous rétribués?
Euh, Est-ce qu'une fois que la maturité de l'asset est augmentée, est-ce que compromettre le produit nécessite plus de motivation, plus d'éthique de la part des hackers? Oui, là, oui, bien sûr, plus le système est fort, alors non seulement d'un point de vue technique, mais aussi à l'intérieur de l'organisation, au fur et à mesure de l'apprentissage, plus du coup l'amélioration continue fonctionne, plus en effet les hackers ont intérêt à être motivés. Donc, on va les motiver autour du challenge, autour du prix des failles et autour de la durée. Il y a cette idée quand même assez intéressante, ce que je trouve intéressant dans Bug Bounty, c'est vraiment de laisser le temps aux hackers de chercher l'exploitation, de chercher de faille en faille le meilleur moyen de hacker le système pour pouvoir le démontrer à l'organisation avant qu'un malveillant le fasse à sa place. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les hackers malveillants, les crackers, comme on disait en début, ils prennent leur temps. D'abord, ils sont très très bien outillés, terriblement bien outillés. Mais en plus, ils ont tout le temps devant eux. Il faut laisser le temps aussi aux hackers éthiques de trouver les failles. J'essaie de voir si y a des questions auxquelles je peux répondre facilement. Est-ce que l'inventaire des failles est mis sous forme d'une base de données organisée, normalisée, partagée? Oui, tout à fait, hein. Donc les failles, elles sont entrées dans un rapport qui est normalisé, avec toutes sortes d'informations nécessaires. Elles font tout appel à des référentiels comme les CVE, comme la partie mitre, etc. Donc tout est extrêmement formalisé pour que ce soit facile d'élaborer des statistiques dessus, que ce soit facile de se retrouver, que ce soit facile de faire communiquer la plateforme de Bug Bounty avec le reste du système d'information, avec le SOC, etc. Donc, plus c'est normalisé, mieux c'est, notamment le Mitrattack ou Capec. Euh, est-ce qu'il faut... est-ce qu'on a des statistiques sur une société qui effectue des bug bounty ou de pentest, en pourcentage d'avoir moins de sinistres que les sociétés qui ne font rien? Eh bien non, j'en ai pas. Je ne sais pas si on peut démontrer que ceux qui font du bug bounty sont moins souvent hackés. Ça, c'est assez difficile de savoir quand les entreprises sont hackées, malheureusement. Donc, non, je ne le sais pas. J'ai aucune preuve là-dessus. La seule chose que je sais, c'est que moi, je suis bien content d'avoir des hackers éthiques qui testent mes assets en continu. Parce que sinon, j'aurais eu des gros problèmes. Et je suis content qu'ils le fassent avant que mes changements ils soient en production. Et pourtant, j'ai des équipes qui sont vraiment dans l'amélioration continue et qui sont passionnées et passionnantes. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très utile. Donc, quand on en a les moyens, quand on a envie de tester, il faut y aller, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. Peut-être une Euh, question pour toi, oui. ça. Moi, il y a quelqu'un qui a posé une question auquel j'aimerais bien répondre, c'est quelle est la position de la justice sur le pen test et que risque un hacker éthique? Donc en fait, j'ai bien étudié la question, mais aussi à la fois quand j'étais à l'ANSSI, déjà le pen test, c'est quelque chose qui est demandé parfois par la réglementation, ça fait partie du processus d'homologation. Le pen test tel qu'on le définit aujourd'hui, faire appel à, comment dire, à une entreprise qui est qualifiée, certifiée, etc. Les rapports de pen test, ils sont déjà prévus par la réglementation. C'est donc la justice, forcément, elle est en faveur de la réglementation. Non, ce qui est important, c'est de savoir le hacker éthique, qu'est-ce qu'il risque. En fait, en 2016, il y a une nouvelle loi qui a été qui a été promulguée, c'est la loi Le Maire, qui en fait essaye de protéger un peu mieux les hackers, les apprentis hackers, ou en fait les personnes qui ont trouvé des failles sans y être invitées. Et en fait, grosso modo, si le hacker démontre qu'il a fait ça, mais dans une optique éthique, sans vouloir exploiter, faire de l'extorsion, etc., et qu'il a remonté en fait ses découvertes aux autorités compétentes et en particulier à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, eh bien, en fait, il peut très bien ne pas être, comment dire, il peut être protégé par la loi. Voilà. Donc ça, c'était une nouveauté de la loi Le Maire. Après, dans les faits, il faut voir au cas par cas. C'est difficile de montrer, ça peut être parfois difficile de montrer qu'on a eu une activité éthique alors qu'on n'a pas été invité à exploiter une faille par une entreprise en particulier. Voilà. De toute manière, un hacker au sens Yogosha, il fait ça sous contrat avec non-divulgation, discrétion et les résultats juste au client, pas au reste du monde. Oui, tout à fait.
tout est parfaitement encadré. Exactement. Donc voilà. Donc en fait, vraiment, le terme dans la loi est vraiment. Il y a le terme hacker. Alors, peut-être pas dans le texte de la loi, mais dans tous les résumés qui sont faits de cette loi, c'est le terme de hacker. Il a pu démontrer qu'il l'a fait de manière éthique et qu'il a transmis ses trouvailles, alors entre autres à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y a des mises à jour avec cybermalveillance, etc., etc. Eh bien en fait, il peut être protégé en fait, contrairement à ce que ça pouvait, enfin par rapport à avant, quoi. Voilà. Une autre question? J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'IA. Oui, oui. Euh, c'est intéressant, c'est un sujet assez passionnant. Bon, déjà, l'IA, elle est déjà au cœur des cyberattaques, machine learning et tout ce que peut proposer les systèmes automatiques ont depuis longtemps euh, été instrumentalisés par les groupes malveillants. Sinon, on n'aurait pas autant de bots qui analysent le web en continu. Donc, l'IA, c'est déjà une problématique, donc, au sens négatif du terme, et donc il faut pouvoir s'en prémunir. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, bah, voilà, maintenant, c'est la grande, grande mode des IA génératives, c'est formidable. Donc, il n'y a pas une entreprise qui ne développe pas des budgets pour faire son petit projet d'IA, sinon le produit n'est pas content. Moi-même, directeur produit, je ne suis pas content. Oh, je n'ai pas mon projet LLM. Donc, tout le monde y va, à tout va, et c'est des failles potentielles. En effet, on en parlait au tout début. Ce sont des systèmes qui sont manipulables, ce sont des systèmes à failles, ce sont des nouveaux systèmes avec, comme tous les effets de mode en informatique, et bien, des POC qui partent en production avant d'être parfaitement sécurisés. Donc c'est un gruyère, donc il est important de s'en saisir et de mieux les sécuriser. On commence à avoir émergé des frameworks pour mieux sécuriser ces systèmes-là. Même côté OWASP, on a maintenant une checklist sur la partie LLM, par exemple. Et puis l'IA, c'est bien entendu aussi une opportunité, en effet, d'améliorer la sécurité, d'améliorer aussi le système offensif. On voit bien que, bah, au fur et à mesure que la technologie mûrit, on va pouvoir automatiser une part croissante de certains tests, parce que on commence à pouvoir faire des tests de plus en plus complexes de manière automatisée. Pas tout, mais on va pouvoir le faire, donc on va gagner du temps. On va pouvoir les généraliser, les faire plus fréquemment, ça c'est extrêmement positif. On va pouvoir automatiser une partie du triage, des logiques de priorisation également, donc pouvoir libérer de la charge cognitive aux équipes cyber des organisations, et ça c'est fondamental. On va pouvoir faire tellement de choses euh, qui vont bien entendu nous aider à protéger nos assets. Ce qui est juste un peu embêtant, comme toujours, c'est que finalement, c'est jamais qu'une nouvelle révolution informatique. Et donc, on a aussi bien de nouveaux sources de problèmes que de nouveaux potentiels pour les résoudre. Donc, il faut juste s'équilibrer, il faut juste pas prendre de retard, il faut peut-être aller moins vite dans l'envie absolue d'avoir l'IA partout et un peu plus vite dans notre capacité à sécuriser ces nouveaux systèmes et ces nouvelles pratiques. Enfin, mais je dis ça sans être un expert, c'est juste ce que je perçois aujourd'hui. Les hackers qui Merci. font partie du réseau de Yogosha, par exemple, ça peut être des particuliers ou bien il faut qu'ils soient dans une entreprise. Le Nord, il y a de tout. Il y a des particuliers, il y a des entreprises. Certains font ça à temps plein, certains le font juste le week-end, le soir ou lors d'événements particuliers. Il y a vraiment de tout en termes d'engagement. Ça peut Toutes être un sortes de... étudiant, par exemple, Ça qui peut fait ses études, potentiellement être un étudiant, donc on peut vérifier son identité, que son niveau pas dans une boîte. technique est suffisant. D'accord. Et, voilà. Et on a des experts en sécurité qui ont déjà un travail et qui utilisent le bug bounty pour parfaire leur savoir, pour se lancer de nouveaux défis, pour regarder aussi un autre système pour se confronter à ses propres pratiques. C'est aussi quelque chose qui vise pas mal. On a beaucoup de doctorants aussi, sur des ingénieries très complexes, très avancées, qui viennent utiliser du coup les problèmes de bug bounty ou d'autres programmes, notamment tout ce qui est rétro-engineering, pour parfaire leur savoir-faire. Donc il y a vraiment de tout. Il Très y a bien. Florent Brunet qui fait partie du conseil d'administration de l'ARCI, qui vient d'émettre une question très intéressante sur chat. Ben, Florent, tu peux prendre la parole là? Euh,
Oui, Florence est un grand spécialiste des challenges sur la cryptologie et la Mhm. cryptanalyse. C'est d'ailleurs lui qui nous a fait connaître Sarah. Et ben, il avait une question sur est-ce Ah, qu'il peut proposer, je crois, des challenges. alors, je crois que la question de Florian, c'est est-ce que des enfants peuvent proposer un challenge? Alors, en fait, nous, aujourd'hui, sur la plateforme, on est à 30 défis, on est à 30 challenges. Mais évidemment, en fait, faut pas que enfin, que ça reste figé. Et donc, du coup, bah, évidemment, nous, on prend toutes les bonnes idées. D'ailleurs, on a intégré un challenge de l'ARC-C dans notre plateforme à l'initiative de Florian Brunet, qui est basé sur la grille du colonel Fleissner et qui est vraiment très apprécié par les enfants et par mes filles en premier parce que c'est quand même très ludique. Il y a quand même un côté historique, il y a un lien avec l'univers de Jules Verne. Donc oui, oui, bien sûr, nous, on est preneurs de toutes les bonnes idées pour faire vivre notre initiative et l'enrichir. Voilà. Et tu connais Florian, Bien sûr, puisque c'est lui qui... Voilà, donc c'est avec lui que... Lui, il fait exactement. de très bons challenges sur le site de l'ARCSI, Tout à accessible à fait, tout oui. le monde. Oui, on les connaît, on les a vus et on les regarde de temps en temps pour s'inspirer, pour aussi s'exercer. Voilà. Nous aussi. Autre question, autre remarque, autre commentaire, autre observation? Non? Alors, Ou alors, merci. on vous donne rendez-vous Ah, donc pour le attends, 10 juin. Jean-Jacques a une question, lève la main. Au manque de questions, je vais en poser quelques-unes. Oui, vas-y, D'abord, vas-y. j'ai une question pour Sarah. Euh, c'est quoi un exemple d'un truc que les enfants savent trouver à moins de 10 ans? Un exemple Euh, concret un peu pour faire Ben, en comprendre. fait, oui, oui. En fait, les enfants qui ont moins de 10 ans, donc moi je suis intervenue dans des classes de CE2, hein, donc j'avais des élèves de 8 9 ans, et en fait, ils savent résoudre souvent, enfin, la plupart c'est des challenges qui sont les challenges de niveau facile, on leur présente ces challenges-là, et en fait, ils sont guidés, c'est-à-dire qu'on arrive à les guider, si on les met tout seuls devant la plateforme, forcément, ils vont pas y arriver, mais on leur donne des pistes et surtout on essaye d'introduire tout ce qu'il faut. Donc par exemple, pour être plus précise, moi je commence toujours par la challenge mot de passe faible. En fait, c'est une attaque par brute force. Louise tout à l'heure est intervenue, elle vous en a parlé. Elle adore ce challenge-là parce qu'en fait, il y a besoin quasiment de rien de savoir pour faire cette attaque par force brute manuelle. Il faut trouver un mot de passe faible en se basant sur une liste de mots de passe qui sont considérés comme faibles. Et typiquement, on a pris la liste des mots de passe les plus répandus en 2021 ou 2022. Et donc, du coup, en fait, les enfants, ils commencent d'abord à faire un brute force sans liste, sans prérequis. Ils mettent des mots qui leur passent par la tête. Toto, Titi. Il y en a des fois qui mettent pipi, caca. C'est bête, mais enfin, ça les amuse beaucoup. Et puis, après, on les oriente vers un indice qui est la liste des mots de passe les plus utilisés en France en 2021 ou en 2022. Et ça, c'est donc une attaque par dictionnaire. Et donc, en fait, ils font cette démarche de faire cette attaque par force brute et puis ils arrivent finalement à trouver le mot de passe. Ils sont super contents d'avoir réussi. Il y en a qui réussissent plus vite que d'autres. Donc du coup, bah, ceux qui ont réussi plus vite, ils vont aider les autres. On essaie de respecter l'esprit du hacking communautaire et d'entraide qu'il y a dans le hacking. Un autre challenge qu'on fait systématiquement aux plus petits, c'est de leur faire lire un code source en HTML. Et en fait, dedans, on y cache un mot de passe, un flag, qu'ils vont trouver, mais qu'ils vont pas trouver facilement parce qu'il y a des balises HTML et c'est pas simple à lire. Mais quand dans un texte compliqué, on a un texte qui est lisible, tout de suite, il nous saute aux yeux. Et en fait, c'est un challenge qui leur permettra ensuite en résoudre d'autres parce que lire le code source d'une page HTML, c'est la première chose qu'il faut faire finalement quand on appréhende en fait un défi de hacking dans le domaine du web. Voilà un peu les deux exemples que je pourrais donner. Merci. Merci. Oui, c'est. J'ai aussi Moi, je donc peux vous dire,
qu'au salon de la culture et des jeux mathématiques, il y a des petits gosses, franchement, on leur pose des énigmes en crypto, mais on en reste la bouche ouverte qu'ils arrivent à trouver. Alors que nous, on n'aurait peut-être pas su. Hein. Faut pas, faut pas penser qu'ils sont idiots, hein, les gosses. Ils nous en démontrent parfois. Et donc, j'ai une autre question pour Nicolas. Elle tourne autour de la difficulté, me semble-t-il, à caractériser un problème que l'on a trouvé. Et donc, moi, je suis particulièrement à l'affût du rôle que jouent dans les architectures les interfaces. Et du coup, j'ai un petit peu perdu la main, mais qu'en est-il de la description formelle des architectures et notamment des objets interfaces qui sont, je crois, souvent sous-estimés dans la place qu'ils ont dans la robustesse des édifices que nous construisons. Et c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis bien placé pour y répondre. C'est difficile à dire. Alors, autant les hackers éthiques et les équipes de cybersécurité ont assez peu de mal à trouver un langage commun, normalisé, pour expliciter le chemin d'attaque, la nature de la faille, sa criticité, les bons moyens de la résoudre. Donc, ça se fait assez bien et c'est très normalisé sur les plateformes. Euh, Autant est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours les interfaces qui posent problème? Je ne saurais pas le dire. Moi, j'ai eu pas mal de mailles à partir avec des changements autour des API, des liens entre des solutions tiers et mes API, par exemple, parce que ça rentre dans ce sujet-là. Je ne saurais pas le dire. Peut-être Sarah, toi, tu aurais un point de vue éclairé sur la question. Euh, Moi, j'ai envie de dire Joker, c'est une question vraiment très technique. Euh, je dirais pas mieux que Nicolas, en fait. Mais ce qui est dingue, c'est que encore aujourd'hui, c'est vrai il y a beaucoup de failles, de vulnérabilités qui sont vraiment au niveau de la logique métier, vraiment au niveau de la partie front, entre guillemets front de l'application en fait. On est presque dans l'erreur de conception métier, de spécification. Parfois, c'est même pas complètement technique, quoi. Ça tient presque à une incompréhension entre la partie métier et la partie technique. Euh, ça ouvre des failles parce que voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout de la co-construction en prenant la sécurité pleinement dans la conception, dans le design d'une interface. Et ça reste quand même assez présent encore aujourd'hui. On oublie des choses. Des fois, ça tient à rien. Je sais pas, par exemple, on veut mettre à jour la façon de gérer le mot de passe pour respecter telle nouvelle réglementation. Puis en fait, on s'est pas mis d'accord sur qu'est-ce qu'il y avait écrit dans l'OWASP et qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire. Et puis du coup, on a dégradé la façon dont on gérait justement l'identification de est-ce qu'on est sur le mot de passe fort ou pas. Et en fait, on ouvre une faille de sécurité. Et là, on n'est pas dans quelque chose de tellement technique. On est dans quelque chose de très, très métier, finalement, euh, dans quelque chose de vraiment métier. Voilà. Quelque chose que je peux partager avec mon niveau d'expertise. Philippe Bon, Jarrin, il y a une question également. Vous, Oui, je, Philippe? j'avais une je question. voudrais prolonger là, s'il vous plaît, parce Ah, que pardon. il faudra qu'on reprenne une discussion maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Enfin, on se connaît, moi je ne vous connaissais pas avant Sarah. Euh, Parce que il me semble que la question que je pose n'est pas une question technique. C'est une question, me semble-t-il, d'organisation des responsabilités dans les développements. Et donc, compte tenu de votre parcours, comme par ailleurs, je suis assez affligé du nombre d'organisations qui tournent autour des problèmes de cybersécurité, il y en a des dizaines et des dizaines, et je me demande comment ces gens arrivent à travailler en synergie. Et je pense que la question que je pose est au cœur de ce que moi je considère être un peu une aberration. Voilà, donc, bon, et puis je me tais. Non, mais c'est super intéressant. Vous avez assez raison. Pareil, je vais donner mon regard de vraiment néophyte là, sur cette question-là. Mais euh,
il est vrai de la qualité logicielle. Enfin, ce qui est vrai en qualité logicielle est vrai en sécurité, du coup. Quand on arrive à faire travailler différents métiers ensemble autour d'un langage commun pour définir des architectures compréhensibles, par exemple basées sur des événements ou des domaines, mais vraiment qu'on a cette co-conception avec des champs de responsabilité bien définis, on a moins de problèmes de qualité déjà. Et je pense que de fait, on a aussi moins de problèmes de sécurité. Il y a beaucoup d'entreprises encore, je ne vais pas leur jeter la pierre, hein, je pense que c'est comme ça que la plupart des gens ont appris à travailler, où on va énormément siloter les degrés de responsabilité. Il y en a un qui va faire une spécification, qui va partir à une autre personne, qui va décider l'architecture, qui va partir à une autre personne, qui va dessiner un design logiciel, qui va partir à une autre personne, qui va le développer, qui va partir à une autre personne, qui va le tester. Et en fait, il manque un moment crucial qu'est de mettre ces personnes ensemble pour être sûr qu'ils partagent le même langage, pour faire la même chose et qu'ils partagent les mêmes patterns. Et qu'en plus, ils savent de quoi ils parlent quand on parle de sécurité, puisque là, on en parle de sécurité. Et ça c'est très vrai. Mais c'est vrai de la qualité logicielle, c'est vrai de la sécurité. Mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je sais que j'essaye de promouvoir chez moi vraiment des approches autour du DDD, d'un point de vue architectural, de travailler vraiment sur le vocabulaire et sur la co-conception entre les différents métiers, avant de partir sur du développement. Mais on est une structure relativement modeste, donc c'est presque facile, entre guillemets, de mettre en place ce type de pattern. C'est parfois plus difficile dans des organisations plus anciennes et plus grandes. Oui, enfin moi, je vais enchérir par rapport à mon expérience à l'ANSSI. En fait, la prise en compte de la cybersécurité, c'est compliqué et pas au même niveau. Une petite PME qui a besoin de produire vite, en fait, elle va pas s'intéresser à la conception cyber par design. Elle va essayer de développer le plus rapidement possible et en plus, elle n'a pas les compétences en fait pour pouvoir en fait inclure de la cybersécurité dans ses développements. Finalement, inclure de la cybersécurité dans ses développements, mais aussi dans ses process, etc. C'est très coûteux. Il y a beaucoup, finalement, de petites entreprises qui sont extrêmement naïves par rapport à la cybermenace, qui sont pas du tout acculturées. Et puis, il y a les grandes organisations qui, elles, ont des moyens, ont des ressources, mais ils sont confrontés à une complexité qui est telle que c'est très difficile de tout fermer. Ils ont des partenaires, des filiales, et en fait, ils ont du mal à tout gérer en même temps. Donc, en fait, c'est une question simple, mais c'est très difficile d'y répondre. Et en fait, moi, je vais dire, j'ai travaillé à la DGA, j'ai travaillé, je me souviens, dans une base aérienne à Mont-de-Marsan. Et en fait, les contrôleurs aériens, les contrôleurs militaires, ils étaient furieux de devoir entrer un mot de passe à 8 caractères à l'époque, hein, pour pouvoir accéder à leur poste de travail, parce que l'enjeu du contrôle aérien, c'est d'avoir accès à son poste en permanence. Et donc, c'est toute une acculturation, en fait, à, à, comment dire, à mettre en œuvre pour sensibiliser et pas dire et leur faire comprendre que c'est important parce que s'ils se font hacker leur poste de contrôle, ils peuvent vraiment mettre un avion en l'air, à terre. Et donc, voilà, c'est ce que je dirais par rapport à cette remarque. Ouais. Philippe, Jara. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ouais. Oui, j'ai posé la question que j'ai mise sur LinkedIn. Je me pose la question comment ces clubs de bug bounty hackers, c'est un peu le même problème avec les logiciels antivirus. Comment ils gèrent les accès tout puissants qui sont réservés par les fabricants et les éditeurs. C'est-à-dire que euh, en fait, il y a des accès pour la surveillance légitime, et malheureusement, c'est une jungle de gens tout puissants. C'est ce que j'ai écrit dans l'article LinkedIn. Et donc, comment on arrive à civiliser la gestion? Supposons qu'un hacker découvre une backdoor légitime réservée par Microsoft. Donc, comment on gère cette chose-là? Alors, qu'il faut répondre. Ouais, Alors, ouais, ouais, je sais pas trop. Moi, comme je travaille pas dans les plateformes de bug bounty, j'ai toujours vu en fait le pen test en fait sous la comment dire sous la forme d'un objectif d'homologation. Donc en fait l'homologation on le fait pas forcément. Enfin si on va le faire sur des systèmes d'information qui ont besoin en fait de faire ça.
Je ne sais pas si Nicolas a des compléments, enfin, peut réagir là-dessus par rapport à son expérience. Euh, je, je- Parce que la surveillance légitime, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. On est bien Oui, obligé d'avoir un accès légitime. Mais l'accès, la backdoor légitime, aujourd'hui, c'est la jungle. C'est-à-dire que il faudrait arriver à créer un club, un peu dans la technique du village corse. Il faut créer un club de gens qui sont les détenteurs quand même de clés et qui se surveillent les uns les autres, etc. C'est pareil, par exemple, quand on fait un brute force, une attaque par brute force, bah, ça se voit. Donc on pourrait très bien mettre des fausses failles pour détecter les gens méchants qui vont aller fouiller dedans. oui, oui, bah Donc ça s'appelle les onipotes, en fait. C'est des choses les qui sont honeypots, vraiment mis en voilà. place. Qui sont vraiment mis en place. En fait, il faut savoir, enfin, vous avez tout à fait raison de dire qu'on est dans une jungle. Et en fait, enfin, le cyberespace, c'est un peu le Far West. Donc, il y a une communauté éthique qui fait les choses, qui essaie de faire les choses bien, de façon éthique, et de bien respecter tout ça. Mais en fait, des gens méchants et des gens crapuleux qui n'hésiteront pas à prendre vos images médicales et à les publier pour vous faire du chantage, malheureusement, en fait, c'est la nature humaine et en fait, on pourra pas empêcher ça. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte que ces cybercriminels-là soient pas les seuls détenteurs du savoir. Et aujourd'hui, en stigmatisant la communauté des hackers, on empêche un certain nombre de personnes finalement à développer cette compétence et on laisse les clés en fait à des personnes qui sont sans scrupules, qui ont peut-être des talents et qui savent très bien faire, piller des gens qui sont plus innocents et plus naïfs. Donc moi je dirais que plus on sera fort et plus on sera capable en fait de comprendre comment fonctionne le cyberespace et tous ses rouages, et plus ces cybercriminels auront du mal, parce qu'en fait la vérité c'est qu'effectivement on a des attaquants étatiques très bien organisés, des cybercriminels qui ont énormément de moyens, mais dans la vraie vie, les cybercriminels de bas niveau, quand ils s'attaquent à une entreprise, ils en font qu'une bouchée. Ils sont très contents en fait d'avoir trouvé une petite faille totalement insignifiante et facile à corriger. Ils en font qu'une bouchée et il faut être plus fort et leur mettre des bâtons dans les roues. Et pour ça, il faut être plus fort dans la connaissance du cyberespace, tout simplement. Mm. Je partage totalement le point de vue de Sarah. Euh, Rajouter quelque chose en complément ou un petit peu à côté. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment aussi qui est intéressant. Je vois des organisations qui de plus en plus font tester les appareils, les logiciels de leurs fournisseurs. Fournisseurs de machines, fournisseurs de logiciels, etc. euh, pour aller faire pression sur le niveau de sécurité de ce qu'ils achètent. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'on est encore plus loin que la réglementation. On vient de manière responsable, en tant qu'organisation, qu'on soit public ou privé, réclamer par la preuve l'élévation du niveau de sécurité des outils qui nous sont fournis. Parce que oui, il y a toute une partie des problèmes que l'on a de cette jungle liée au qu'on utilise tous des logiciels ou des éléments qui ne sont pas forcément au top de la sécurité. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Allez tester les fournisseurs. Je, je m'arrêterai là, mais je pense que cette dynamique, elle est clé. On devrait tous de plus en plus exiger un haut niveau de sécurité des produits, des logiciels, des machines que l'on utilise, et du coup, pouvoir faire confiance à des tiers pour les tester. Bon, c'est un point de vue personnel. Oui, oui, non, mais certainement. Merci. Oui, mais c'est D'autres la questions? notion Oui, de tiers de pardon. confiance. C'est la notion de tiers de Ouais. confiance. Mm. C'est-à-dire s'il y a un accès tout puissant qui est réservé, il faut qu'il y ait des tiers de confiance qui puissent modérer l'accès tout puissant, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, Non, c'est pas une question, mais l'accès tout-puissant, c'est simple, hein. Vous avez quatre grands cabinets de commissaires aux comptes qui finalement sont tous devenus des multinationales nord-américaines, obéissant à la loi américaine, avec des Américains qui ne prendront pas le risque d'aller en prison. Et ces quatre grandes sociétés de commissaires aux comptes ont accès à la totalité de la planète, y compris tous ceux qui détiennent du secret défense et pire encore dans le cas de la France. Donc en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un pays qui a tout le contrôle. Alors attention, ils n'ont que quelques pourcents du marché en Chine, qui a un marché du commissariat aux comptes
qui est encore très diversifié avec des milliers et des milliers d'entreprises. Donc il y a plein d'exceptions sur la planète où il n'y a aucun contrôle américain. Mais globalement, chez nous en Europe, la cause est entendue. Du moment que tu contrôles les 4 cabinets d'audit comptables qui ont un quasi-monopole sur la planète, c'est bon. Tu contrôles toute la planète, tous les SI, toutes les informations de tout le monde. Non, mais le fait que les informations soient sues, c'est pas très grave, parce qu'il y a deux niveaux de sécurité. Il y a la fuite et mortelle, et le fait que les gens savent, mais à la limite, c'est leur problème, et ils ont des comptes à rendre au marché, aux actionnaires, à qui on veut. Tant, tant qu'on n'a rien à cacher, au moins qu'on nous laisse, qu'on nous bloque pas nos outils de travail. Après, le fait que toutes les informations soient connues, moi, ça me dérange pas. Bon, on va peut-être arrêter maintenant. Si je peux me permettre juste une toute Oui, petite, oui, oui, bien petite sûr. chose, parce que j'ai vu une question sur l'agilité. Est-ce que l'agilité est un petit peu responsable de la baisse de la sécurité? C'est une très bonne question, hein. Moi, j'ai été consultant en transformation agile pendant des années. Donc, à un moment donné, je me suis posé quand même cette question. Je ne crois pas. Je pense que la précipitation à vouloir pousser du logiciel, euh, le fait d'accepter de négocier avec la qualité, c'est ça qui produit des problèmes. L'agilité, c'est plutôt une méthodologie autour de l'amélioration continue, donc qui embarque très très bien la cybersécurité dans ses processus, à tenter qu'on puisse adapter les processus, à tester de manière rapide et continue les systèmes informatiques, comme c'est le cas aujourd'hui avec les chaînes DevSecOps. Donc, je ne crois pas que l'agilité soit coupable. Je pense plutôt qu'on a mis sous couvert d'agilité le fait d'aller vite et de négocier sur la qualité, ce qui ne devrait jamais être le cas. On ne devrait jamais négocier avec la sécurité. Voilà. Désolé pour ce petit ajout. Merci. Ben, ce sera le mot de la fin, je pense, parce qu'effectivement, la qualité est absolument essentielle et la sécurité va de pair. Merci à tous les deux, merci à tous les participants. Et donc, nous nous retrouvons le 10 juin. Merci Merci mille fois, beaucoup. vraiment, vraiment. Au revoir à tout le monde. À Au bientôt. Au Et revoir. revoir. Merci, bonne Ahmed soirée. Merawa me Au s'excuse de ne revoir. pas Bonsoir à vous tous. dire au revoir, mais il est dans le Bonsoir train à tous. et... Ah, bah, t'es là. Ah, Ahmed, oui, merci Bah, Ahmed. À bonjour Oui, bientôt. Ahmed. ça va, ça, je suis connecté Ah, là. Donc, Au merci à revoir tous à les alors, tous. participants. Au revoir, Merci à Hervé. tous les intervenants Ahmed, également. c'est Au toi revoir Hervé, qui... merci. Tu couperas l'enregistrement alors. Oui. Oui, oui, je m'occupe donc Et tu nous de l'enverras. l'enregistrement. Tu me Au revoir. l'enverras. À bientôt. Au Absolument. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Allez, au revoir à tous. Au revoir, Jean-Louis. Au Et revoir mille Jean-Louis. excuses, Jean-Louis, parce qu'il y a vraiment eu un loupé. C'est pas Jean-Louis? grave. Oui, ah, quand Au même. mois J'ai prochain. pas regardé mon Non, mais téléphone au bon c'était pas. moment. Ouais. Je suis Mais vraiment c'était désolée. Mais fantastique, hein, il cette y a trois ou séance. quatre personnes qui ont été dans le même cas. Mais enfin bon, avec toi, ça me gêne encore plus. Donc vraiment, mille Non, non, excuses. À t'inquiète pas. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et donc, au Salon de la culture et des jeux mathématiques, on vous attend sur le stand de l'Arxi.